Bonjour et bienvenue sur le pilote de Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des... Réalisateur. Bravo, Ouais. bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de vous partager leur parcours, leur histoire, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? Ne mentez pas. On l'a tous entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur, mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Aujourd'hui, nous accueillons Mathias. et Paul. Et donc, cette émission sera l'occasion de leur poser plein de questions. Donc, parlez-moi un peu de vous, Mathias. Présente-toi. Je m'appelle Mathias Priou, je suis réalisateur, j'ai viens d'avoir 29 ans. Et je suis réalisateur depuis 6 ans, je dirais, sorti d'école. Et je réalise la plupart de mes créations avec Polo, juste ici. Et salut, je suis Paul Gojaki de Paul Mathias, le super binôme. À peu près le même parcours que Mathias, on a fait notre école de cinéma ensemble, dont on est sorti il y a 6 ans, et c'est vrai que depuis 6 ans, la très grande majorité de ce qu'on fait, on le fait à deux. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, Très bien, très content bien. d'être ici. Trop Très bien. chouette. Et donc, vous êtes réalisateur. Est-ce que vous avez une spécialisation? Genre clip, fiction Ouais, plus de la pub. Globalement, c'est quand même beaucoup plus de la pub. On est sollicité, vidéo digitale, donc sur les réseaux sociaux, social media, en règle générale. Et puis un peu de clip aussi, et de la fiction, on essaie Ok. en tout cas. Et un peu de conseils aussi, mais pour l'instant, conseils uniquement dans le milieu musical. Conseils, genre donner des conseils. Direction artistique, Ok, d'accord. choses comme ça. Ok. Genre comment gérer sa carrière un peu. C'est ça. Ok. Stratégie sur les réseaux, tout ce qui va être lié à du visuel d'artiste. Mais c'est vrai que du coup, c'est de la DA, grosso modo, dans le Ok. global. Ok. Eh bien, écoutez, on va commencer la première partie. Et cette première partie, je vais vous poser quelques questions sur le comment et le pourquoi. Alors, déjà, d'où est-ce que ça vous est venu, en fait, l'amour du cinéma? Est-ce que c'est venu à un certain âge ou alors c'est toujours été là, il y a eu un déclic C'est venu quand j'étais tout petit. Non, ouais, déjà très jeune, j'ai eu la chance de retrouver une petite vidéo de moi à l'âge de 6 ou 7 ans qui dit: «Plus tard, je vais faire des films» et on n'est pas Wow. encore plus tard, mais mais je veux toujours faire des films Ok. et non, c'est venu très jeune, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. C'était une phase de ma vie où des problèmes, perso/familiaux, m'ont poussé un peu à me réfugier dans le cinéma et du coup, je considère que sur certains aspects, le cinéma m'a un peu sauvé les fesses, et m'a un peu, matrixé dans un âge, très jeune et en fait, ça te permet de te plonger dans un univers et d'échapper complètement à une réalité qui, des fois, est pas toujours chouette et je me suis dit que les émotions que je pouvais vivre dans ces moments-là, j'en avais rarement des aussi beaux dans la vraie vie et en fait, en partant de ce principe-là, c'est assez compliqué de vouloir aller vers, justement, comme tu disais au début, un métier classique, conventionnel, Ouais. CDI sécurisant où, le black est impossible. On coupera ça au montage, bien sûr. Moi, j'étais pas aussi jeune que Polo, mais c'est vrai que j'avais toujours été fasciné par les films, pareil que Paul, hein, en fait. C'était ce truc où tu t'évades pendant 1 heure et demie, 2 heures, et tu oublies totalement ce qui se passe dans ton quotidien. Mm. En plus, le cinéma, il y a un truc assez fou parce que quand tu regardes un film, en vérité, tu vas tellement t'imprégner de l'histoire que tu vas avoir l'impression d'avoir vraiment vécu cette vie-là que tu as vue dans le film. Mm. Et moi, c'était quand j'ai vu King Kong, où vraiment j'étais en pleine recherche de ce que je voulais faire plus tard. Celui de Peter Jackson? Yep. Non. Ok. Où j'étais en pleine recherche de ce que je voulais faire plus tard. Je pensais à plein de choses. J'étais en mode, bon, ok, il faut que je le sache quand même assez tôt parce que, bon, on était début collège, tu vois, mais j'étais en mode, bon, faut que j'ai un cap quand même parce que sinon, je sais pas trop ce que je vais faire dans ma vie et j'aime pas trop ça de pas savoir vraiment ce qui va se passer. Et du coup, je savais que j'avais un peu quelque chose de créateur, touche à tout. J'étais déjà hyper actif, pas mal de curiosité. Et en voyant Peter Jackson, enfin en voyant Peter Jackson dans la rue, je me suis dit putain, ce mec il est trop beau en fait. Avec ses longs cheveux gras. Par Et, contre, on en parle du fait que
c'était collège. C'est horrible, j'ai l'impression que c'était il y a 1 an, le King Kong de Peter Jackson. Ça fait très bizarre. C'est quoi, 2005? 2005, ouais. Ça fait 2005, Peter Jackson. Ouais. Oh, ça fait bizarre. Et moi, je me souviens, je me souviens pile à l'endroit où je l'ai vu, et franchement, j'ai vu le film, et à la fin, je me suis dit, putain, c'est quand même un truc de fou, quoi. Au début, j'ai le stress de fou, j'ai hyper peur. À la fin, je pleure pour un gros gorille, quoi. Je suis en mode, putain, mais c'est abusé, quoi. Genre, comment on peut avoir peur de quelque chose et 2 heures après, pleurer sa mort et tout. Et je me suis dit, putain, mais là, j'ai eu tellement d'émotions en peu de temps. Il s'est passé tellement de choses dans ma tête. J'ai compris des choses aussi sur la vie, parce que c'est ça aussi un Mmh. film. Et je me suis dit, en fait, moi, je crois que j'ai envie de faire ça, quoi. OK. Et Et après, je me suis intéressé un peu plus au métier, parce que tu vois, tu sais pas exactement ce qui se passe, ce que c'est. Tu as ce mot réalisateur, mais tu te fais une image du métier qui est en mode, bon, ok, il a fait tout seul ce film, Mmh. alors que t'en sais rien. Et c'est pas vrai. Et du coup, après, plus je me renseignais, plus j'étais en mode, mais en fait, là, je crois que j'ai trouvé vraiment un truc qui me hype de ouf. Ouais, je vois. Il y a tellement de domaines, tellement de choses que ça touche. C'est des choses où je me sens lié à ça. Chacun des domaines, je me sens lié à ça, quoi. Que ce soit le son, l'image, les costumes, l'histoire. Et est-ce que, vous avez, commencé tôt à réaliser des petits trucs, des petites vidéos, fait des trucs où vous vous êtes dit genre, «Je vais commencer dès maintenant. Comme ça, quand j'aurai 18 ans, je serai réalisateur». Moi, ouais, assez tôt. Bon, si tu passes un peu les petits spectacles que tu organises avec les cousins pour régaler la famille, je pense que le premier truc que j'ai vraiment réalisé avec une caméra, c'était encore du mini DV. C'était un. Déjà, c'était une parodie Star Wars. Alors, ça voulait pas être une parodie à l'époque, hein, c'était très très sérieux. J'étais en train de faire un Star Wars. Mais c'était une parodie Star Wars. Et sinon, j'ai participé à un festival, un petit concours de court-métrage à l'âge de 13 ans. Un concours que j'avais pris très au sérieux. Et enfin, plus qu'il ne le méritait, puisqu'en réalité, c'était les gens qui faisaient les films qui votaient pour le meilleur film. OK. Aucun Ça n'a festival. aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Mais ouais, c'est, je dirais, 13 ans, mon premier vrai truc que j'ai fini, qui n'était pas juste un essai, mais un petit truc, un petit projet fini, 13 ans. Ouais. OK. Et moi, je finissais rien. Je C'est-à-dire? commençais des trucs. Déjà, à la base, j'étais beaucoup plus porté sur la musique. Du coup, j'aimais bien écrire en règle générale, mais c'était plus porté musique. Et Ah, genre des chansons, ouais, des ouais, je OK, sais pas, d'accord. j'avais un petit âme de poète, quoi. Parce que tu sais, à l'école primaire, je crois qu'on voit pas mal de poètes, de poèmes et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es un peu dans ce délire-là. Après, tu te rends compte que c'est un peu has-been. Heu et en fait, j'arrivais pas à vraiment réaliser des choses, parce que dès que je commençais à réaliser, j'étais en mode: «C'est pas ce que je vois à la télé, c'est pas ce que je vois Ah, au tu veux cinéma». dire genre avec une caméra? Genre Ouais. tu filmais des trucs et tu disais: «Putain, ça Ouais, rend pas du je tout comme commençais à à la filmer télé»? des petits trucs, avec des petits appareils un peu nuls, tu vois? Ouais, Et le de problème, ouf. c'est que la qualité, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais. Et j'étais en mode: «C'est pas bon, quoi, j'ai pas envie de montrer un truc que j'aime pas, c'est pas beau». Du coup, je galérais un petit peu à finir des trucs. OK, Surtout d'accord. que dans ma tête, je voulais faire un film d'action, quoi. Ah oui, En fait, d'accord, j'avais ouais, pas ouais. encore compris de vraiment ce que j'aimais dans les films. J'étais en mode: «OK, je crois que j'aime bien quand il y a de l'action, du coup, je vais faire de l'action, quoi». OK. Donc, toi, on va dire que c'était, King Kong de Peter Jackson. Est-ce que Ouais. toi, Polo, toi, tu un film un peu que tu as vu et tu as fait genre: «Waouh». Ouais, 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 c'est un Peter Jackson, toujours très humblement. C'est avec Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, je crois le premier je l'ai pas vu au cinéma. Je suis allé voir le deuxième au cinéma et je suis ressorti de la séance, mon cerveau, il avait fondu, quoi. J'étais en mode: «Comment c'est possible de faire ça?» Tu vois? Mmh. Et encore Mmh. aujourd'hui, de tous les films que j'ai pu voir, celui qui me fout le plus le vertige, juste déjà dans sa conception, le fait que ce soit possible d'avoir réussi à le faire, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est un truc de malade, quoi. Donc, Peter Jackson tous les 2, Ouais, Ouais. c'est marrant parce c'était que destiné. Mais pour le coup, pour moi, c'est uniquement Le Seigneur des Anneaux. Il a fait plein de trucs, Jackson, qui sont Mmh. cool. Bah, je veux dire, typiquement, le King Kong, c'est un Mmh. film que j'aime beaucoup aussi, mais ça m'a pas retourné, quoi. Ouais, ça t'a pas transcendé, Non. Et le Hobbit, bon, on en parlera pas. voilà, non, non, Tu non, peux non, non. biper, s'il te plaît, Ouais, tu peux sur biper, Tu peux Hobbit. Merci. Merci. Heu, OK, d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous êtes dit, «Je veux être réalisateur», donc, Mmh. chacun de votre côté. Ça a été quoi, les étapes à suivre de votre point de vue? Vous vous êtes dit: «Je vais faire une école de ciné, je vais réaliser de mon côté, je vais gagner ma vie, faire des films à côté». Bah, au collège, tu vois, on nous demande souvent la question de ce qu'on va faire plus tard. Il y en a beaucoup qui savent pas, et c'est normal, tu vois? Mais du coup, il y a toute une phase, je me souviens, avec la conseillère d'orientation, on va à des endroits un peu de justement, où tu fais des quiz, où on te dit un peu le métier que tu vas faire plus tard, par rapport aux réponses et tout. Moi, je me souviens que j'étais allé voir, j'avais fait un test avec la conseillère d'orientation,
Et j'étais en mode, je savais déjà que je voulais faire réalisateur. Je m'étais déjà un petit peu informé. Bon, il y avait moins d'infos que maintenant, tu vois, par rapport à ce métier, parce que là maintenant, tu vois, avec Internet, il y avait Internet aussi à l'époque, mais là avec YouTube déjà et tout, Ouais. tu peux très très vite trouver même des podcasts qui parlent de ce métier-là. Du coup, je connaissais un petit peu le métier. euh, et j'avais tout fait sur le quiz de la conseillère d'orientation pour que ça me dise à la fin réalisateur. Ça, j'étais en mode ok, nickel et tout. Et je l'ai fait. J'ai pas du tout eu réalisateur. Ingénieur en BTP, tu sais, genre, un Ouais, truc je rien à sais voir. plus si j'avais eu un truc. C'est même pas une option qui doit exister, je pense, en fait, le fait de pouvoir être réalisateur pour un. Ouais, ben je crois qu'après, j'avais réussi à accéder à l'ensemble des métiers. En fait, les métiers, il y en avait genre 300, tu vois, un truc comme ça. Donc, genre, c'est trop bizarre qu'il y a un quiz qui te guide sur 300 métiers. Toi, toi aussi, t'avais un quiz? J'ai pas fait un quiz, moi j'ai fait un rendez-vous avec Ouais. une conseillère d'orientation. Et pour le coup, c'est une expérience un peu comme Mathias. Je savais ce dont j'avais envie, mais tu vois, je viens pas de Paris ou d'un milieu qui Ouais. baigne là-dedans. Donc c'est vraiment une vue comme un rêve. Tu vois, être réalisateur de film, Mmh. c'est un rêve. Tout le monde te dit, il n'y a pas de débouché, c'est hyper compliqué, tu vas manger des cailloux pendant 15 ans. Et du coup, quand j'ai vu la conseillère d'orientation, je lui ai dit, bah, j'aimerais faire ça, mais je lui ai présenté comme une passion parce que c'était même pas une option ultra Ouais. plausible pour moi de faire ça. Elle a regardé mes notes, j'étais fort en éco. Elle m'a dit: «Bah, éco, OK». Mais genre à partir du moment où parce que toi, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit genre Moi, tout ce que tu veux? de quoi? Elle t'a dit tout ce que tu veux, toi? Genre en gros, tu peux faire ce que tu veux, Non, non, elle a regardé mon bulletin. Elle m'a dit, bon, ok, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, bah voilà, moi je veux faire réalisateur. Je lui ai dit un peu mon plan. Je lui ai dit, voilà, franchement, au lycée, j'aimerais bien faire une option dans le cinéma, si possible. Après, en école, je vais voir, mais tu vois, je me suis dit, bon, ok, je vais déjà faire un cursus qui va Mmh. être consacré au cinéma. Euh, En et en fait, elle a regardé mes notes et elle a vu que j'avais genre 12 en maths. Et elle m'a dit, franchement, réalisateur, normalement, faut être bon en maths, donc du coup, je pense que c'est mort. Putain, c'est ridicule. Mais elle m'a dit vraiment un truc comme ça, quoi. Surtout qu'elle a dit le je pense en mode, c'est elle qui réfléchissait, tu vois? Genre, c'est comme si Mmh. on lui avait dit un mot, elle était en mode: «Ouais, réalisateur, ouais, je pense, ça fait un truc un peu matheux», tu vois? En fait, on n'en savait vraiment rien. Putain. Ouais. Et elle m'a dit: «Ouais, c'est mort». Et après, elle m'a dit: «Franchement, faudrait que tu regardes plus, là, je vois que tu es bon en sciences et tout, fais un truc dans les sciences, quoi». Mais genre Genre, vous, enfin en tout cas ce rendez-vous-là a marqué votre choix sur, vos années d'études? Ouais, Ça ouais, bien ouais? sûr. Ouais, moi, ça a influencé. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, les conseillers d'orientation, leur métier, c'est pas de connaître très bien tous les autres métiers, alors que ça devrait être ça. Mmh. Tu parles d'un métier, ils le connaissent pas, ils devraient appeler des professionnels dans le domaine et en fait, juste s'informer. Eux, ce qu'ils font, c'est regarder une liste de notes et ils pensent que ça te définit. Mais bon, Mmh. après, là, c'est pas le sujet du podcast, donc le but, c'est pas de parler de l'éducation, mais il y a un vrai problème par rapport à ça. Et tu as aussi la pression des parents qui s'ajoute à ça. Même s'ils sont pas forcément contre le fait que tu tentes quelque chose lié au cinéma, quand tu viens d'un milieu où rien ne te relie à ça, Ouais. bah, c'est vrai que tu as des bonnes notes en éco, c'est rassurant pour eux. La conseillère d'orientation te dit effectivement que tu peux t'orienter vers ça parce que tu es à l'aise dans ce domaine-là. Mmh. Du coup, quand tout le monde te dit fais une fac d'éco ou fais une école de je sais pas quoi, Ouais, tu poussé, ouais. bah ouais, c'est rassurant pour tes parents. Tu vois tes parents rassurés, ça te rassure toi-même. Mais au final, il n'y a rien qui te soutient réellement Mmh. dans ce truc de cette impulsion de vas-y, fonce mon gars, tente, tu vois. C'est vrai que moi, pour le coup, moi, au moment où j'avais eu rendez-vous avec la conseillère d'orientation, moi, je lui avais dit, «Je veux être réalisateur». Elle m'avait dit, «Mais tu sûr?» Tu sais, presque genre elle essayait de me moi j'ai fait: «Non, non, je veux être réalisateur» et je lui ai dit: «Je suis mauvais en tout, rien ne m'intéresse. Je fais ES, ça ne m'intéresse pas. Genre vraiment, je veux être réalisateur» et la personne, elle était, désemparée. Elle me dit: «Mais tu veux pas essayer autre chose, peut-être une sécurité et tout ça?» et en fait, je pense que moi, j'avais pas le niveau, en fait, dans beaucoup, beaucoup de matières. J'étais assez, médiocre. Je pense que j'avais un bon niveau en maths, donc c'est tout. Et je pense que vraiment la personne était un peu perdue parce que je voulais pas lâcher le morceau, en Mmh. fait. Et je pense que c'est aussi parce que, peut-être, le milieu duquel je viens est peut-être plus ouvert à ça et donc à partir du moment où j'avais voulu dire: «Je vais être ré» à partir du moment où j'ai dit genre: «Je vais être réalisateur», c'était: «OK, d'accord, mais par contre, tu y vas à 200. Mmh. Et donc c'était une option, tu vois? C'était un truc, genre après première terminale, j'ai fait une option cinéma. Option, je mets des guillemets, hein, je sais pas si vous voyez? une option optionnelle, Ouais, c'est d'option, ça. quoi. Genre vraiment le truc, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Optionnel, quoi. c'était même pas dans ma genre je devais aller dans une autre école pour faire, l'option. En fait, c'était juste sur l'année, j'avais juste un truc à faire à la fin de l'année où je devais faire un petit résumé. J'ai Ouais. eu 18 Ah, c'est parce drôle. que c'était nul. J'avais fait option art et dans l'option art, j'ai réalisé une vidéo pour l'option art au bac et ils m'ont dit: «Bah, c'est bien, hein, mais c'est pas de l'art».
Je dis: «Beh, comment ça, c'est pas de l'art?» Enfin, je fais une vidéo avec un scénario, enfin, tu vois, genre, j'ai créé quelque chose qui Ouais. raconte quelque chose à Mmh. vous montrer. Et c'est vrai que leur première réaction, ils m'ont pas saqué parce que ça reste un truc optionnel, donc ils sont pas là pour te démolir au bac quand tu fais une option. Ce serait vraiment Mais bête. leur première réaction, c'était de me dire, ce n'est pas de l'art, quoi. OK. Waouh. Enfin, il fallait Ah, la quoi? Il fallait violence que je du chie truc. dans un saladier avec du plâtre, pour qu'ils me disent, «Bravo, tu fait de l'art». C'est une vision très c'est très conservateur de penser que ce qu'on fait, c'est pas de l'art ou même penser qu'on peut pas en vivre, tu vois? Ouais. Ouais, Mais ouais, après, bien il sûr. y a tout ce truc autour d'écouter les autres, tu vois. En vrai, moi, quand la conseillère elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, c'est une donnée en plus, euh, mais en vrai, je peux pas faire ma vie en fonction de la phrase d'une personne. Et ça, c'était pareil pour les parents, les trucs et tout, tu vois. Mmh. Euh, En vérité, si tu commences à écouter tout le monde, tu fais n'importe quoi. Enfin, et t'es même pas l'acteur principal de ta vie, quoi. Tu vas même pas vers le bon chemin. Du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «OK, d'accord, c'est une donnée en plus». Moi, j'aime pas je t'avoue que j'aime pas cette donnée. Je suis en mode: «OK, c'est un peu nul ce qu'elle dit, mais vas-y, let's go. J'entends, faut être bon en maths, OK, on m'a dit ça et bah, la prochaine fois que je vais voir un professionnel, peut-être que je vais lui demander s'il faut être bon en maths», tu vois? Mmh. Mais il y a un truc, notre métier, et je pense que c'est là où il va parler à pas mal de gens, c'est que, c'est un métier, on va dire un métier passion où, de base, c'est pas, ça fait pas partie de la liste des 300 métiers, qu'on doit faire dans la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Mais et donc là, après, collège, lycée, vous avez entamé des études donc qui n'étaient pas des études de cinéma? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais vu un collège, alors à la base, je suis originaire de Poitiers. J'avais vu un collège à Angoulême qui s'appelle le LISA, le lycée de l'image et du son et et franchement, là-bas, quand je suis allé visiter là-bas, c'était ça serait en internat si ça avait été pris. C'était un truc de malade, quoi. J'arrive, il y a des arbres de partout en intérieur, genre, c'est paradisiaque, tu vois? Et il y a une ambiance, je sais pas, tu vois? En fait, c'est comme toutes les portes ouvertes, hein. Après, on a connu ça après quand on a fait l'école et tout, mais les Ouais. portes ouvertes, ça te vend, du rêve de ouf, quoi. Mmh. Donc j'arrive, c'est les cocotiers, c'est un lycée de fous, tout le monde sourit et je me dis: «Putain, mais je veux trop aller dans ce lycée-là». Quand je l'ai vu, j'étais en quatrième, je crois, Ah, quand j'avais fait la visite. c'était un lycée, Ouais, ciné? c'était un lycée, porté sur le cinéma Trop et stylé. après, il y avait un BTS qui se faisait, à la suite de ce lycée. Je vois ça, je me dis: «Putain, mais c'est incroyable». Là, je parle un peu aux profs et tout et là, ils me disent: «Par contre, faut être vraiment bon». Là, j'étais en mode: «Putain, faut être bon en maths, en fait». Tu sais, faut être vraiment bon parce qu'il y a très peu de gens qui sont pris. Heu, Moi, j'avais entamé, une scolarité qui était basée sur, le sport et le rire. Donc comme c'est pas noté, Très peu efficace. enfin, le sport, c'est noté, mais pas le rire. C'était que, du coup, j'avais qu'une seule, Ouais. vraiment très bonne note et heu et au final, j'ai pas été pris là-bas et ça a été le premier gros échec de ma vie en mode, ouais, en fait, genre, c'est trop dur, quoi. Ça va être hyper dur, en fait, on te met tellement dans le parcours scolaire, on te dit tellement que c'est par les études que tu vas réussir quelque chose, que dès que tu as des petits échecs comme ça, qui sont liés aux études, tu es en mode: «Bah, c'est mort». Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est même justement, ça fait partie de ta vie, ça veut dire que t'étais pas lié à ça. Ça veut dire que genre, OK, moi, mon mood, c'était pas de travailler comme un malade, d'avoir des bêtes de notes. Bah, c'est pas grave. Moi, je vais trouver mon chemin et mon chemin, il va me correspondre. Et si je m'étais forcé à travailler, j'aurais forcé à être quelque chose d'autre que moi-même. J'aurais peut-être été dans cette école et j'aurais peut-être fait des études encore plus hautes. Mais dans la finalité, ça m'aurait, amené vers un métier qui était pas moi-même, tu vois? Mmh. C'est ce que la majorité des gens font en réalité, hein. Ouais, ouais, bah, ouais. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, il y a pas besoin d'être bon en maths pour faire de la réal. Absolument pas. Il y a des gens bien plus compétents que nous, qui travaillent pour nous, qui sont très bons en maths. Qui travaillent avec nous. Avec nous. Avec Attention nous. Louis. Et donc après, vous avez fait, toi, c'était mesure physique, c'est ça? Ouais, j'ai fait, bac S, SVT, option musique et après j'ai fait, un DUT mesures physiques. C'était Ok. un DUT assez général dans les sciences, Ok. afin d'avoir un bac+2 pour les écoles, une école supérieure qui s'appelle Louis Lumière, une ENS qui s'appelle Louis Lumière. Ah, c'était vraiment ce que tu visais? Genre, c'était DUT, genre mesure Ouais, physique, parce c'était qu'il pour faut en fait, accéder il à faut avoir un l'UNR? bac+2 pour y aller, Ah, ok. et c'est quelque chose d'assez difficile pour y rentrer, heu et souvent les gens font des prépas ou tu as des études, assez poussées en sciences. Moi, le DUT, c'était un truc qui me bottait. L'univers prépa, pas du tout, quoi. Ça me Ok. dégoûtait un peu et j'avais déjà vu, dans des salons étudiants, l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, qui est une école privée. Là où, du coup, moi, je voulais tenter une école publique pour éviter de payer parce que j'avais clairement pas la thune et mes parents non plus Mhm. et voilà, j'avais déjà un petit peu mon parcours. Tu vois? J'étais en mode: «Bon, OK, là, je vais faire un DUT, ensuite je vais tenter une ENS».
Loup Lumière, public. Si ça marche pas, je vais faire un truc privé, mais je vais faire après. Tu vois, j'avais déjà un petit peu mon truc, quoi. Et toi, Polo? Alors moi, c'était un bac ES. Ensuite, j'ai fait 2 années de fac d'éco. J'aimais bien la fac d'éco, mais en fait, plus je passais du temps là-bas, plus je commençais à réellement comprendre les options qui s'offraient à moi en sortant de la fac. Et en fait, je me disais: «Mais si je fais n'importe lequel de ces métiers, ça va me faire marrer 6 mois et ensuite, Tu vas être c'est malheureux. c'est la dep, quoi». Ouais. Et du coup, Donc ça veut dire que toi, c'était pas comme Mathias, c'était pas dans tes non, études moi, pour te c'était mener. pour rassurer, papa, maman, me rassurer moi aussi parce qu'il y avait ce truc où, bah, effectivement, j'étais pas mauvais en éco et ça m'intéresse. Ça m'intéressait et tu vas vers le truc logique au lieu d'aller vers le choix de cœur. De toute façon, ça se voit de plus en plus, hein, je pense, même les étudiants d'aujourd'hui font passer leur bien-être, avant ce qu'on leur dit de faire, de plus en plus en tout cas, et ils ont raison. Mais, je pense qu'on fait encore partie de la fin de la génération où en fait, il y a un modèle, il y a un schéma, il faut aller au bout de ce schéma et tout le monde fait comme ça, donc pourquoi, toi tu veux être différent? Et en fait, au bout de 2 ans, je suis allé voir mes parents, ma copine de l'époque et je leur ai dit: «En fait, si je reste ici, si je reste là-dedans, je vais être malheureux toute ma vie». Et il y avait aussi ce truc, qui me mettait un peu, le feu au cul, c'était de me dire: «Si je n'essaie pas, c'est sûr que je vais le regretter». Même si demain je fais un métier, intéressant, où je gagne de l'argent, me réveiller un jour à 40-45 ans et me dire: «J'ai même pas essayé alors que c'était mon rêve», je m'en serais voulu toute ma vie, c'était sûr. Ouais, bien Du sûr. coup, j'ai essayé. Est-ce que je le regretterai un jour? Peut-être sur certains aspects, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai essayé, tu vois? Ouais. Et j'essaie toujours. Et donc après, on s'est tous retrouvés à Allez, ce sera l'ESRA. Et ce sera Paris. Paris, ouais, OK. Si, La même si. année, même promo. Yes, tout à fait. Et ça, début de c'est l'aventure. le choix de l'ESRA, c'était quoi? C'était plus parce que c'était une des écoles qui vous avait accepté? C'était, J'ai essayé que l'ESRA, moi. J'ai postulé que à l'ESRA. Je pense que, leur pub, était meilleure que les autres. Il y Ils avait sont ce beaucoup à dans les quoi salons, j'avais en le vrai. droit. Dans les salons étudiants, Ouais, ouais, ils sont ouais, ils sont partout. très chauds. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, par contre, ils pourraient un peu mieux cibler parce qu'encore aujourd'hui, sur mes réseaux, je reçois des pubs pour l'ESRA. Mmh. C'est bon, je Je l'ai l'ai fait fait, quoi, l'ESRA. c'est bon. J'ai Laissez-moi donné tranquille l'argent. maintenant. Ça fait 6 ans que je suis parti. Non, non, mais ouais, ouais, j'ai postulé que à ça parce que, j'avais regardé un peu les écoles privées. Parce que c'est vrai que les écoles publiques, il fallait au moins du bac+2, Ouais, ouais. études validées, je sais plus quoi. Enfin, Ouais, ouais. c'était pas une option. J'avais pas les notes pour, j'allais me retrouver face à des malades, et du coup, non, c'était que école privée. Et la seule qui m'est vraiment tapé dans l'œil, c'était l'ESRA, donc j'ai tenté ça et OK. par chance, je l'ai eu. Toi? Ouais, bah, moi, je connaissais déjà l'ESRA. Tu Hem, connaissais comment? Genre bah, dans un pareil, salon étudiant, voilà, au collège, ah OK, OK. ouais, fin collège, salon étudiant. Et là, je vois l'ESRA, je leur parle un petit peu. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et j'étais en mode, bon, ok, il y a l'ESRA, ça a l'air pas mal. Par contre, c'est privé, ça coûte hyper cher. Ok, d'accord, il y a ça comme Mmh. données. Et après, du coup, j'ai connu le NS Le Lumière, où j'étais en mode, ok, public, il y a ça. Gaspard Noé a fait à Le Lumière, du coup, j'étais en mode, ok, je vais devenir Gaspard Noé, c'est génial. Et, et après, l'aventure ESRA, c'était une aventure un peu particulière parce que du coup, ça coûte très cher. Tu te retrouves à faire un prêt. Je suis pas de Paris à la base, donc tu dois monter sur Paris, Ouais. faire un prêt énorme pour un truc où en fait, tu sais pas dans quoi tu vas rentrer. Tout le monde te dit que c'est un milieu hyper concurrentiel, où il faut absolument que tu aies des gens dans ta famille qui travaillent là-dedans. Et ça, c'est pareil pour tous les trucs un peu passion. Donc, tu as un peu peur. Tu te dis, bon, ok, comment ça va se passer? Mais tu t'en fous, quoi. Parce que quand tu fais ce que t'aimes bien, tu sais, t'as ce truc un petit peu, où qu'importe ce qu'on te dit, t'es en mode: «Non, en vrai, j'aime bien Ouais, c'est le genre de de ce que métier j'ai où vu. tu pourrais, Ouais, let's genre, go». le boire, le manger, le Ouais. week-end, tout le Bon, c'est temps, ce qu'on faisait, hein. C'est hyper concurrentiel, ouais. mais vas-y, on va Ouais, tenter, ouais. hein. Et tu te rends compte à au final que c'est pas si vrai, en fait. C'est pas si concurrentiel que ça. Et ça, pour le coup, donc, on a tous fait l'ESRA ici, moi aussi. Heu, Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous pensez que le chemin pour devenir réalisateur, c'est une école? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'ESRA qu'est-ce que vous a apporté l'ESRA, en fait? Bah, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas regretté. Je dis «on» parce que en vrai, on a un peu le même discours, là-dessus, hein. Mmh. Mais, l'ESRA avait plein de qualités et plein de défauts, mais la plus grosse des qualités, c'est que pour la première fois de notre vie, on se retrouvait, dans un endroit où il y avait une tonne de zinzins comme nous qui veulent Mmh. faire la même chose que nous. Donc, on rencontre ses premières équipes et pour une fois, celui qui tient la caméra, c'est pas ton pote, qui s'en fout de faire un film, mais juste qui te dépanne parce qu'il avait Mmh. 1 heure à tuer.
Là, tu te retrouves avec des fous comme toi. Et même si c'est beaucoup d'initiation à plein de domaines, on avait pour la première fois 3 ans où le but, c'était de faire des trucs. Créer des trucs, rencontrer des gens et surtout, c'était notre premier réseau. Derrière, l'ESRA, tous les premiers jobs qu'on a eus, c'est grâce à l'ESRA. Nos premiers stages, on les a eus parce qu'on était aussi conventionnés par l'ESRA. Ce qui est hyper important, les stages, parce que si tu aucun moyen de mettre un pied dans le vrai monde du ciné ou de la série ou de ce que tu veux, peu importe, la pub, ce qui t'intéresse, tu débarques juste comme ça en autodidacte, tu vois, YouTube, c'est cool, ça te permet d'apprendre à faire, mais ça te fait pas rencontrer des gens comme toi avec qui tu vas, devenir ami ou, juste, collègue parce que tu es là, au même endroit, au même moment. C'est ça le grand truc que nous a apporté l'ESRA. Ouais, mais complètement. Ouais, et que l'ESRA, c'est un truc un peu fou où, en fin de compte, même si tu passes 3 années, parce qu'en fait, tu rentres à l'école, comme c'est des métiers où en réalité, on a très peu d'infos dessus par rapport à d'autres métiers. C'est vrai que, et je dis ça, et encore, même, tu vois, mes frères, ils ont fait ingénieur, ça veut tout et rien dire, quoi. Mais quand tu arrives, tu es en mode, ok, je veux faire réalisateur. Et peut-être qu'au bout de 3 ans, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a d'autres métiers qui sont bien mieux, que tu préfères, ou alors que juste t'aimes pas, mais au moins tu as passé 3 ans à kiffer de ouf. Mmh. Et avoir des notes, enfin, être noté pour créer, c'est trop bien, quoi. Ouais, T'arrives, tu fais une être création, on noté, te dit tu fais ce que tu veux, tu filmes, et t'es noté. Franchement, trop bien. en plus, noté, Oui, parce oui, que c'est vrai, ça reste une école privée, ouais, 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 c'est ouais, noté au chèque, c'est-à-dire quoi. que ouais, c'est S'ils ça. voient mon chèque, ils font on va le noter, on va bien le noter, on Il y va en a bien le noter. certains, ils avaient pas le niveau, bah, ça, c'est un truc que les gens, enfin, en gros, tous ceux qui sont sortis, qui sont allés à l'ESRA directement post-bac, souvent ce truc des notes, ils étaient un peu au taquet moi, là-dessus, c'est ça. Et j'étais pas nous du qui tout au avions taquet. fait des facs ou des BTS ou des UP avant, UT, franchement, les notes à l'ESRA, j'en ai jamais rien eu à carrer parce que déjà le diplôme, il est là juste pour assurer les parents qui paient. Nous, on Oui. a fait des crédits pour s'offrir l'ESRA. J'ai pas de diplôme, bah, je m'en fous, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, tu le diplôme. J'ai le diplôme, mais j'ai failli pas le faire parce Oui, que je voulais parce pas que faire le mémoire parce ouais, que, en fait, je le voyais juste comme une perte de temps. C'était un moment où on faisait énormément de projets, qu'on faisait plein de trucs je trouve ça extrêmement con, effectivement. et je savais qu'avoir un diplôme d'école de cinéma, si demain je décide d'arrêter le cinéma, mon diplôme, il m'offre quoi? Qui va me donner du boulot parce que j'ai une licence ciné, Ouais. Puis personne te le demande, en vrai. Tout le monde s'en on fout, nous a quoi. jamais demandé notre diplôme pour bosser, Puis En sur fait, le si on me l'avait bar. demandé, j'aurais fait un petit Photoshop, tu vois. Exactement. Parce que nous, on sait le faire, parce qu'on a fait une école de cinéma. mais en vrai, je pense que dans certains en tout cas, quand tu veux devenir réalisateur dans certains métiers où, heu, finalement, quand tu as pas d'aspect technique, genre, par exemple, je vois, les personnes qui font des études, pour être enfin, quand tu veux être scénariste et tout ça, Mmh. quand tu veux être technicien, en fait, finalement, parce que oui, il y a un aspect quand même technicien dans le scénario. Je pense que avoir pour, des prods, donc quand tu es dans des grosses prods, avoir un peu une espèce de sécurité de lui, il sort de la section, scénario de la FEMIS, lui, il sort de la section de, je sais plus comment on appelle ça, c'est, le master des scénarios de Nanterre, tu vois? Des trucs Ouais. comme ça où là, tu as le prod en face qui va te confier, peut-être l'écriture de, 15 épisodes. Ouais, Il ouais. va se dire: «Lui, tu vois, je peux». Mais c'est vrai que réalisateur, en fait, la meilleure carte de visite, c'est rarement ton diplôme, c'est plus ce que tu as fait et je trouve ça moi, c'est peut-être un de mes regrets à l'ESRA, c'est, le côté, De pas tu avoir comme fait tu assez dis de choses. ouais, c'est Ouais. ça. En fait, tu as les fusions, tu as tout le monde, c'est génial, tu as plein de personnes qui sont avec toi, qui pensent comme toi, c'est trop bien. Mais je trouve que l'ESRA offre plein de choses, mais elle te les offre, mais elle te dit pas que c'est là, tu vois? Ouais, de toute façon, faut pas partir de la base que dans ce genre d'école, en fait, c'est des métiers où il y a tellement de possibilités en fin de compte. C'est pas dans ce genre d'école qu'on va t'apprendre réellement quelque chose. Juste, on va te donner des petits déclics. C'est de l'éveil, tu vois. Dans tous les trucs, c'est de Ça fait l'éveil. Charles l'éveil quand même. Non, Ça fait. ça reste très précieux quand même, hein, parce qu'il y a des trucs où on ne savait pas que ça existait avant d'être à l'ESRA. Donc même ils peuvent pas t'apprendre de A à Z un métier. Ouais, et Déjà même parce tous qu'ils les le métiers, connaissent quoi. même pas forcément eux-mêmes. Mmh. Mais je veux dire, avant d'aller à l'ESRA, moi je pensais qu'un premier as réal, c'est celui qui apportait le café au réal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un premier as réal? Ah non, mais tu vois, Non, en vrai, juste petite, pour ceux qui écoutent et qui savent pas ce que premier c'est. as réal, c'est un coordinateur de tournage. C'est celui qui, en gros, Le chef s'occupe de d'orchestre. ouais, c'est ça, chef Ouais. d'orchestre. Le réal, c'est l'artistique et le premier as, c'est tout le Ouais, il reste. va s'occuper de tout ce qui est un peu plus organisationnel. OK. Le plan de travail, donc c'est lui qui décide dans quel ordre on tourne les plans de la journée, le rythme qu'on donne à un plateau. C'est généralement
vous regardez des making-of, la personne que vous voyez parler fort, c'est pas le réalisateur, c'est l'assistant réalisateur qui fait en sorte que toutes les équipes appliquent la vision du réal. Même les actions d'ailleurs. Même les actions, ouais, ça peut arriver même que des fois ce soit des premiers qui disent action. Ouais. Quand il y a des secondes équipes, ou alors le réal est trop pris sur autre chose. Ouais. Ouais. Ok, et donc là, vous avez fait l'ESRA. Vous, donc, vous en êtes sorti avec des équipes, des gens avec qui Bah, travailler. c'est ça qui est trop bien en fait, c'est que on a payé très cher l'école, on va pas se mentir. On en parle beaucoup parce que je pense on a le seum. Moi, j'ai fini de rembourser mon prêt il y a quelques mois là. Moi, je l'ai encore jusqu'à l'année prochaine. Mais en fait, comme il y a beaucoup de monde, franchement, on est plus de 200 par promo, il y a plein de gens et donc du coup, tu te fais tes potes, quoi. C'est tes premiers contacts, tu te fais pas mal de potes et pour comparer avec, l'école, publique que je voulais tenter, eux, ils sont une dizaine par promo. Bah, franchement, une dizaine, tu à la fin de l'école, c'est difficile de vraiment fonder, Hmm. une famille du cinéma, quoi. Alors que nous, à l'ESRA, tu vois, on a formé un groupe qui est cool, où, on s'entraide, il y a plein de métiers, il y a des gens qui font plein de métiers différents, pas juste réalisateur et donc ça, c'est trop bien. Ce que tu dis, il y a pas, enfin, on a dit tout à l'heure, c'est pas si concurrentiel que ça. Finalement, à l'ESRA, on l'a un peu senti quand même dans certaines sections. Ouais, mais ça, Côté c'est un peu parce que concurrentiel. on est dans un microcosme chelou, on est dans une bulle, en fait, où il y a où on est encore dans ce truc un peu de collège-lycée, Hmm. où, il y a de la concurrence dans les notes, où dans les projets à faire, il y a de la concurrence. On a tous des expériences où quand on faisait des TPE au collège, au lycée, les trucs d'équipe, bah, tu vois, il y avait une concurrence, on râlait parce que le mec il travaillait pas très bien, tu vois? Il y a des trucs un peu, on a envie d'être avec le meilleur de la classe. Il y a un peu ce truc-là où tout le monde se regarde et puis là, en plus, comme c'est de la création, on se regarde encore plus. OK, Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce On qui a se envie de passe? faire le meilleur film, quoi. Ouais et ça, on se rend pas encore compte que, en fait, après, on va rentrer dans un grand bain où, en fait, tout le monde s'en fout de ce qu'on a fait à l'école, quoi. Ouais. Ça, c'est pas, Ah, Sauf si tu as des images à montrer. même pire que ça, tout le monde s'en fout de ce qu'on fait maintenant. Tu vois? Ouais. Même si tu fais un truc génial et quand les gens le regardent, ils trouvent ça génial par chance, tu vois? En vrai, en dehors de celui qui le crée, tout le monde s'en cogne un peu. C'est pas ça qui compte. C'est pas T'as pas cette notion de concurrence. En fait, tu l'as moins dans la vraie vie qu'en école. Ouais, en Ouais. tout cas, moi, je l'ai moins ressenti dans la vraie ouais, vie qu'à complètement. l'école. Bah, je pense que le truc, c'est que à l'école, en fait, en tout cas, je pense qu'il y a. Attention, hein, je le dis, c'était il y a longtemps. Maintenant, il paraît que ça a changé. J'ai une caméra ici, c'est pour ça que. OK, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon café». J'ai dit: «Attention, mon café». Non, non, et en gros, ce que je voulais dire, c'est à l'époque, je trouve que le fait d'être très serré au niveau des places sur les courts-métrages de fin d'année fait que ça crée de la concurrence. Artificiellement, je trouve. Parce que finalement, Ouais, ouais. quand tu regardais les opportunités et le matériel qui était mis à disposition, tout le monde aurait pu faire un film. Franchement, tout le monde aurait pu tout le faire un monde film. aurait pu faire un Oui, film, oui, c'est c'est parce clair. que Mais c'est vraiment, je trouve que le fait, donc peut-être il y avait des raisons, hein, et potentiellement économiques, en termes de gestion de temps, de personnes, mais je trouve qu'en fait, ça crée une espèce de concurrence qui, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup ressenti en spé réal troisième année, Mmh. ouais, et spé prod aussi, un peu, que je trouve assez étrange. Genre, à l'école, directement, mettre ce truc qu'on a moins ressenti finalement après, ouais, ouais. dans En le f monde du travail. Parce que le nombre de projets, il est illimité, derrière, dans le monde du travail. Alors qu'à l'ESRA, tu avais, un certain nombre de courts-métrages qui allaient se tourner. Si tu fais pas partie de ceux qui sont sélectionnés, c'est fini. Tu me diras, dans la vraie vie, c'est un peu ça aussi. Ouais, mais dans la vraie vie, si tu pas sélectionné à un truc, bah, tu as peut-être 50 à côté où tu peux postuler et tenter ta chance aussi. Ouais. À l'ESRA, c'est du one shot, quoi. Tu sais que ta dernière année, si t'es pas pris et c'est fini. Tu passes un an, du coup, juste À regarder à des gens faire ce que tu voulais faire. exactement. Ouais, ça, c'est une petite précision aux auditeurs. C'est, j'ai toujours rêvé de dire auditeur. C'est, en fait, on ne réalisait pas tous les projets de fin d'année. Donc, en fait, il y avait, quelques projets qui étaient réalisés en fin d'année et il y en avait pas 200, quoi. Donc il y avait pas 200 réals Mmh. de 200 films et donc, par exemple, en dernière année, en spé réalisation, on est une quarantaine et il y a, 10 projets, je crois, en fin d'année. Mmh. Alors qu'on veut tous réaliser. Du coup, c'est hyper frustrant. Il y a une sorte de compétition, en effet et comme tu dis, c'est vrai que ça, je pense que ça tend un petit peu, les gens. Et tu voulais dire quoi? Bah, que, on fait pas tous, des films de fin d'année donc, Ok, ouais. c'est pour ça, quoi. Parce que Parce que là, on pardon, l'a pas vraiment précisé, mais c'est que Oui, 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 c'est ça, oui, c'est un parce que peu. nous, tel qu'on le voyait, en fait, tu avais plusieurs projets. Tu vois, ils t'initient un peu à la pub, au court métrage. Voilà, tu as un peu plein de trucs différents. Nous, à chaque fois, on essayait de découvrir combien ça coûtait à l'école la production d'un projet. Et en fait, tel qu'on le voyait, c'était à chaque fois qu'on avait l'opportunité de réaliser quelque chose, on le voyait un peu comme une forme de remboursement sur le crédit qu'on ouais, faisait.
truc de rat un peu, mais Mais au final, c'est logique parce que tu te dis, si au final, au bout des 3 ans, j'ai réalisé des projets pour une valeur de 40 ou 50 000 euros et que ton crédit, il est de 15, 20, 30 000, bah, tu te dis, ok, non, j'y ai gagné un truc. C'était peut-être une façon pour nous juste d'essayer de nous rassurer alors ouais, qu'on s'était ouais, ouais. fait avoir. Mais Mais en vrai, vous avez quand même, genre par rapport au nombre de projets que vous avez fait durant l'ESRA, que ce soit les courts-métrages de fin d'année, vous avez chacun fait un court-métrage en deuxième année. Ouais. Première année, non, première année, vous n'avez pas fait. on a réalisé la pub de deuxième année, Pub de deuxième pub année, de pub de troisième troisième. année, ouais, c'est ça. euh, ouais, je crois en Donc en gros. fait, finalement, Ouais. quand on voit le matériel qui était mis à disposition, c'est vrai que c'était une grosse opportunité. Moi, je vais pas mentir, j'ai le seum. C'est vrai que je pense Non, que mais j'étais un peu trop. Je pense que déjà, le fait que j'étais post-bac directement, genre j'ai fait l'ASRA, le fait de se retrouver dans un environnement où tout le monde est un peu genre comme moi, à kiffer, bah en fait, tu te rends compte assez rapidement que si t'es pas en mode à un moment taf, 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 où tu as envie un peu de rembourser ce truc, bah tu perds, en tout cas, enfin, perds avec de gros guillemets, mais tu perds un peu des années où tu aurais pu prendre de l'avance et Bah quand ouais, tu sors de c'est l'école, une ouais, ouais, question de la ouais. maturité. ouais. Nous, on le voyait, hein, ceux qui sortaient post-bac, bah, ils n'étaient pas complètement finis. On l'était pas non plus, hein, mais on avait Mm. quand même 2 ans d'avance, tu vois, où on avait déjà fait un peu des études sup. Et l'autre truc aussi qu'on a remarqué, alors là, je généralise, hein, mais les gens qui avaient fait un crédit pour faire l'école, très souvent, ils étaient beaucoup plus déter que les gens qui se le faisaient payer par leurs parents. Mmh. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est Parce une vraie que diff. Après, il y en a t'as un truc certains, à j'étais perdre, quoi. choqué. Hein, t'en as certains, avait 5-6. Je savais qu'ils avaient fait des gros prêts. Il y en a certains, ils rataient je sais pas combien de cours. Et bien sûr, après, encore une fois, je te dis, hein, Oui, c'est une généralité. Ouais, ouais, bien généralise, sûr. mais là, aujourd'hui, on le voit très bien. Tu vois, on est 6 ans après l'école. Sur une promo de 250, on va pas se mentir, si on est encore une centaine dans le milieu, c'est beaucoup. Je pense qu'on Ouais, est je un peu pense qu'on moins. est moins. Et je pense que si tu prends la centaine, tu as un gros ratio de gens qui avaient fait un crédit, hein. Ouais, bien sûr. T'imagines, tu fais un crédit de 30, 35 000 et un an après être sorti de ton école, tu te réorientes. Faut l'assumer, quoi, hein. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pas grave, en fait, de pas avoir fait énormément de films. En fait, c'est ça, il y a un truc, c'est que ça veut rien dire, quoi. Tu vois, c'est juste ton parcours, c'était ça, et puis Non, ça t'a non, amené à quelque chose, bien tu vois. sûr, bien sûr. Non, c'était plus genre, vous avez profité en fait de un peu de cette estrade, genre, comment on dit, je sais pas. Enfin, en tout cas, vous avez profité de cette opportunité Ouais. pour pouvoir sortir de l'école et avoir un début de boucle, tu vois. Ouais, 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 C'est vrai que mais moi, je suis sorti de là, genre non, non, mais après, je dis pas que chacun n'a pas son tu vois? Bah, en plus, ça aborde un peu le truc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut forcément faire une école et tout ça? Bah, tu vois, typiquement, je pense que faire une école, c'est bien pour les contacts, pour, vraiment, genre, se faire une espèce de famille de cinéma, de pouvoir avoir des contacts, c'est cool. Mais c'est vrai que, je pense qu'on nous rappelle pas assez, en tout cas quand tu veux être réal, quand tu veux vivre de ton image, ouais. d'en faire, en fait, de l'image et de pouvoir vendre, en fait, Ouais, t'améliorer. tu t'exerces et tout, Ouais, ouais, c'est ça. complètement, ouais. Donc après, en fait, quoi qu'il arrive, tu vas le faire après. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des années gagnées avec, des moyens qui sont mis à ta Ouais, disposition ouais, complètement. que tu as moins après, en fait. Mais après, tu vois, il y a un truc, qui est en fait, c'est pas par rapport aux années que tu vas faire un truc bien ou pas. Ça se trouve, tu vois, tu as analysé le truc pendant 2 3 ans, tu as regardé un peu tes défauts, tes qualités, tu t'es dit: «Bon, OK, je suis comme ça, c'est ça que j'aime bien» et cetera et tu arrives et en fait, ce que tu réalises, bah, c'est tout aussi bien que les mecs qui ont passé 3 années à réaliser. En fait, toi, il y a un truc comme ça, Mmh. qui est pareil dans la musique, dans l'art en général, en fait, même dans tous les métiers, en fin de compte. Du coup, c'est pas si grave parce qu'en fin de compte, tu as gagné quelque chose d'autre. Et quand bien même, si ce que tu as gagné, c'est du regret, bah, ça te sert à justement aller mieux au quotidien, profiter peut-être mieux des moments, des opportunités et tout, quoi. Mmh. Je vous propose de passer à peut-être, enfin, c'est pas la ça va être fluide, mais quand est-ce que vous considérez que vous avez commencé à travailler en tant que réalisateur, ou alors à faire de la réalisation? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était l'école? Où là, t'en parles en tant que travail. En tout cas, ouais, où vous vous êtes senti, légitime de pouvoir dire, Je suis réel. ouais. Ok. Ça, c'est un truc, qui est vrai pour pas mal de métiers, hein. Ce truc de «je suis réel», nous, on l'a quand même bien pas mal ressenti, bah, toi aussi et tout, de se Mmh. dire: «OK, à quel moment, quand on nous demande, on dit: "Je suis réalisateur"?» Est-ce que c'est quand tu as réalisé un truc? Est-ce que c'est quand tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est quand tu gagnes plus d'argent que le SMIC? Enfin, tu vois, tu es en mode, tu Ouais. analyses le truc, quoi. Ça, c'est vraiment, ça revient toujours à la question de la légitimité. Le... Je sais qu'il y a eu un temps où je le disais pas. Ensuite, ça a commencé en disant je fais de l'art réel et pas je suis réel. Et je pense que j'ai assumé de. Pareil, tu vois, on disait pas je fais des courts-métrages. On disait toujours je fais des petits courts-métrages.
Et un jour, on s'est dit, mais pourquoi on est constamment en train d'amoindrir ce qu'on fait Ouais. Mais moi, je dirais, ça fait 4 ans, 4 ans et demi, ouais, allez, bien 4 ans où je dis que je suis réel. En fait, à partir du moment où j'ai clairement vu que j'en vivais et que ça allait être suffisamment stable pour durer, je me suis dit, mais en fait, là, c'est bon, j'ai plus à rougir du fait Mmh. de faire de la réalisation, de faire quelque chose de différent, de peu conventionnel. Mais ouais, je dirais, pour moi, c'est ça. C'est à partir du moment où, Ouais. où je savais que j'allais en vivre, c'était OK, quoi. Je OK. pouvais dire que c'était mon métier. Et c'était, et toi, c'est pas toi pareil à peu près? Je m'en rends pas compte. Je OK. m'en rends pas trop compte. Je sais que je me suis posé souvent la question. Après, je pense que j'ai vite eu ce truc du ouais, je suis réal et puis je t'emmerde, quoi. Si t'es pas d'accord que je sois réal, si pour toi c'est pas légitime, bah ok, tu vois. Moi, je me Ramène tes sens potes, je réal, quoi. ramène les miens et Je vais te montrer, je vais réaliser un film là devant toi. Non, mais et je sais pas, je me suis dit, en fait, il y a des gens, ils réalisent 2 films dans leur vie et ils se disent réal. Ouais, en fait, c'est juste comment tu te sens et je crois que je me sens réal, donc let's go, quoi. OK. Et genre, votre premier vrai projet? Genre, quand je dis vrai, je veux dire projet où vous vous êtes dit: «OK, là, je rentre dans un game où, là, je me sens, vraiment sur le plateau, je suis légitime. C'est un vrai projet, c'est un projet où je sais que, ce que ça va donner après, ça va me donner une ah, espèce de légitimité». c'est un peu différent la question de la légitimité. Tu veux dire là, la première fois qu'on s'est senti légitime sur un plateau ou la première fois où on a été fier d'un truc qu'on avait fait? C'est pas tout à fait c'est pas forcément le même projet, tu Bah, vois? donnez les 2. Le premier projet dont j'ai été fier, ou de façon assez officielle et pas juste un peu dans ma tête où je suis un Mmh. peu content. Je pense que c'était en deuxième année, on a fait ce qu'on appelle des 48 heures. C'est un concours où tu as 48 heures pour écrire, tourner et monter un court métrage. Et je pense que notre 48 heures qu'on a eu en deuxième année d'école de ciné, c'était la première fois où je me suis dit, ok, c'est le truc le plus cool que, que j'ai fait. Alors aujourd'hui, avec le recul, je lui trouve un million de défauts, hein, mais ça c'est normal. Je pense que c'était la première fois que je voyais les gens trouver un truc cool que j'avais pu faire et que je le trouve aussi cool. Mmh. Et ouais, c'est un peu un switch quand même de te dire: «OK, je vois que ça avance», tu vois? Je fais encore plein d'erreurs, mais à force de s'acharner, il y a des petits trucs qui commencent un peu à rentrer, donc tu commences à avoir un contrôle, en fait, sur ce que tu essaies de faire. Alors qu'au début, tu es un peu, tu tentes des trucs, Ouais, tu fais que de ouais, te ouais. ramasser et on se ramasse encore, hein. C'est le jour où on se ramasse plus, on s'emmerde, hein, je pense, Ouais. mais ouais, je pense que c'est ça. Le premier truc où j'ai été content, je sais pas pour toi, Mathias, mais c'est le premier truc où je me suis Ouais. dit: «OK, c'est game changer». C'était la même chose. En fait, il y a je crois qu'il y a eu, des gros mais même nous, on a eu des gros débats internes, où on se disait, en fait, comment on fait pour faire un vrai film? Parce qu'il y a pas de au début, on se dit: «Mais c'est impossible, on fait que des films français nuls», tu vois? Il y a un peu ce sentiment-là de jamais faire des films qu'on a vraiment vus. Toujours ce truc de faire ce qu'on voit à la télé ou au cinéma et sur ce projet, c'est vrai que, on a eu plein d'automatismes qu'on avait acquis déjà pendant une année juste avant, en réalisant pas mal de choses. Et là, pendant le tournage, c'est là où pour la première fois, j'étais en mode: «OK, ce que je Le filme même? là, ouais, OK. ce que je filme là, c'est cool». Tu vois? Il y a plein de défauts, OK, mais là, il y a une bonne démarche. Tu vois? La veille, il y avait pas mal on a fait pas mal de préparation. La veille, on savait qu'il allait y avoir du brouillard, c'est un truc qui se passe en extérieur et tout. On était en mode: «OK, on va être en hauteur, ça va être parfait, on va faire des plans comme ci, comme ça et tout». Donc oui, il y avait une vraie démarche qui était intéressante et ce qui est super intéressant, c'est quand tu as prévu un truc, que tu fais le truc et là, tu es en train de te rendre compte que ça marche et ensuite quand tu le vois, tu te dis: «Bon OK, il y a plein de défauts, mais en vrai, là, on tend vers quelque chose qui est vraiment pas mal». En fait, qui est ce que j'avais imaginé et ouais, pareil, c'était la même année, où j'ai réalisé mon premier court métrage, à l'ESRA justement en 2 année. L'horloger? Ouais, Et le cours, le 48 heures, c'était? Ça s'appelait c'était Le «C'était le Monde. monde». OK, d'accord. On peut le voir quelque part ou pas? Disponible sur toutes les plateformes. Ouais, on peut Sur le notre voir, site, ouais. on peut voir les 2 projets normalement sur notre site ou depuis notre Insta, il y a des trucs qui renvoient vers ça aussi, On mettra tous les liens en description. c'est gentil. Et et ouais, là, mon court métrage de fin d'année, là où c'était vraiment intéressant, c'est que moi j'avais un petit peu cette vision-là de: «OK, c'est quand même un film qu'on fait, en équipe». C'est pas mon film, c'est notre film et en fait, il faut que l'équipe, on soit tous ensemble, tout se passe bien et il y a un truc qui va se faire si tout le monde communique bien, tout le monde s'entend bien, il y a un truc magique qui va se faire. J'avais cette conviction-là parce que je l'avais un peu ressenti sur notre court métrage. C'était le monde où on n'était pas beaucoup dans l'équipe, mais je voyais déjà que, bon, s'il y a deux trois personnes déjà qui s'entendent bien sur un court métrage de 5 avec 5 pélos, qui sont à la technique, Trop bon, cool. ça fait déjà une vraie diff. Ouais, Il y a ouais, déjà ouais. un délire. On est tous un peu contents, tu vois? Et Donc l'autre projet, c'était quoi? Enfin, pardon, l'autre, si on part de l'autre côté donc, En on termes sait de légitimité, ouais. compliqué à dire ça. Premier projet où vous vous êtes dit: «Là,
Pour moi, ce truc-là, il n'est pas aussi marqué. En fait, tu as ce truc où tu enchaînes les projets. Au début, tu sais que tu sais rien. Mmh. Ensuite, tu as un petit excès de confiance et tu reviens très vite avec les pieds sur terre parce que tu te rends compte que la vision que tu as en tête, c'est ce que disait Mathias, tu n'es pas capable en fait de l'appliquer sur le Mmh. terrain. En fait, ça, je pense que ça part pas mal de là. À partir du moment où tu as une vision en tête et où tu sais que tu connais suffisamment du métier pour pouvoir l'exécuter, ou en tout cas arriver très proche de la vision que tu avais, hors aléa, parce qu'il y en a toujours, hein. Pour moi, ça s'est fait petit à petit. Il n'y a jamais un jour où je me suis réveillé et où je me suis dit, OK, là, je peux aller sur un plateau et regarder les gens droit dans les yeux. Ça se fait petit à petit, surtout que tu évolues avec les gens avec lesquels tu travailles. Ouais, bien sûr. Il y en a plein qui ont été nuls en même temps que nous et qu'on a vu devenir super bons dans des domaines très spécifiques. Et ça se fait petit à petit et du coup, tout le monde se respecte pour ça. Toi, ton truc, c'est ça. Moi, mon truc, c'est ça. On aime bosser ensemble. Ça fit sur l'aspect humain. Go, tu vois. Alors, j'avais, quelques autres petites questions par rapport à donc, ce premier vrai projet, la rémunération, quand est-ce que vous avez fait un projet que vous considérez être le plus professionnel? C'est-à-dire le projet vraiment qui vous a professionnalisé? Vous vous êtes dit: «Là, je rentre plus dans l'aspect genre, légitimité et tout ça, mais là, c'est plus, on part dans un game où je vais vendre quelque chose et ça c'est un produit, ça c'est genre» voilà, tout ça, quoi. C'est compliqué parce qu'en fait, les premiers projets où tu es rémunéré, c'est pas des projets, hyper pro, en fin de compte. C'est des projets où tu as des contacts qui vont te donner des petits, des missions, des petites, vidéos à réaliser, où en vérité tu vas être, on va être 2 3, max 4, tu vois? Mmh, Du coup, c'est un peu ça qui est intéressant et qui est un peu frustrant aussi, c'est que les premiers projets professionnalisants, c'est pas des projets où il y a une vraie équipe. mmh. Là, ça se fait petit à petit. Et on a aussi fait des projets où il y avait des vraies équipes et on n'était pas payé, tu vois? Donc il y a un truc qui se fait vraiment petit à petit et il y a pas vraiment de déclic, après c'est vrai que le premier projet où on a gagné de l'argent, je pense que c'était la pub. On avait fait une une vidéo digitale pour des poubelles. Ouais, Ah, je trouve que c'était ça notre premier billet, ouais, gagné, je crois. ouais. Et tu te rends compte, tu sais, que tu demandes, je sais plus combien on avait demandé. Je crois qu'on avait demandé un truc genre 700 ou 1 000 euros. Je crois qu'on avait demandé 700 et le mec nous avait donné 1 000. Ouais, ce Mais qui arrive jamais, tu sais? pour nous, c'était un truc de malade, quoi. Ouais. On Ouais, on demande était en mode 700 ouais. €, on sort d'école, c'était un truc de fou furieux. Tu en mode: «Mais si on fait 30 fois ça, on va rembourser l'école», mais c'est un truc de fou. Et heu et Une fois par je semaine pense pendant qu'on un an. je pense qu'on a passé, 1 semaine, 10 jours de taf là-dessus, à 2. C'est pas rentable du tout. Tu te rends compte des 700 € pour 2 semaines de Ouais, travail à 2, ouais. et tu es content, hein, tu es content. Et à la fin, le mec, il te dit, «Pour moi, ce que vous avez fait, ça vaut 5 000 €». Et tu en mode: «OK, on a demandé 700», tu On vois? vient de se faire niquer. Non, parce qu'au Non, final, non, 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 bien sûr. ça Ouais, reste, un client qui te fait confiance à un moment où clairement tu n'as pas cette fameuse légitimité et c'est dur de l'avoir, mais au final, ta cote, elle dépend que de toi. mmh. Mais ouais, on a commencé sur des trucs un peu comme ça, pareil, on avait fait des trucs instit, où on devait faire des montages, ça nous a pris 2 ou 3 semaines pour 100 Ah, on euros. s'était payé 100 €, ouais. Ah ouais. Et bon, ça pour le coup, on a quand même bien vu, hein, qu'on se faisait un peu douiller, mais Mais c'est normal, quoi, ça fait partie de l'aventure, en fin de compte. effectivement, les projets un peu plus passion où on allait pouvoir profiter d'équipes un peu plus pro, pour le coup, là, ne pas être payé au début, c'était, complètement admis. Oui. Bah, il y a ce truc aussi, à partir du moment où tu sors d'école, tu es beaucoup plus ouvert à faire des choses pas forcément rémunérées, à faire des choses qui vont, tu sais, c'est un peu le la phrase qu'on entend tous du, «Non mais ça va te faire des images» et c'est vrai que quand tu sors d'école, «Ça va te faire des images», ça peut résonner facilement chez quelqu'un qui a envie vraiment de se faire des images et c'est vrai que, bah, il y a un peu, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'école, le nombre de personnes qui faisaient, des clips de rap, Mmh. où en fait, ils étaient là: «Ouais, ça fait des images et tout ça» et en fait, les mecs derrière, ils savaient très bien qu'ils claquaient, 100 balles, qu'ils s'en battaient les couilles, que, voire même, les 100 balles, tu galérais à les retrouver, parce qu'en fait, le mec, il voulait juste faire un clip, où tu te balades avec ta cam, Après, il y avait des démarches louables, hein, on en connaît plein, des réals qui ont refusé leur salaire et qui ont préféré l'injecter dans le clip pour qu'il soit mieux et pour pouvoir, du coup, montrer derrière un travail, de meilleure qualité, tu Chacun sa stratégie, en fait. ouais. Chacun son truc, Nous, on a toujours, en fait, se payer peu, ça nous a jamais posé de problème, mais c'est vrai que là, c'est plus pour une question de principe et tu vois, la relation que tu as avec tes clients, ça s'éduque, on s'éduque un peu les uns les autres. Si tu es gratuit, bah, en fait, le jour où tu vas vouloir bouffer, c'est compliqué de dire à un client, pour lequel tu as toujours bossé gratuitement que, bah, aujourd'hui, j'aimerais bien, pouvoir manger, tu vois? ouais.
Donc on le faisait petit à petit, quitte à être payé très peu, mais pour le symbole, toujours au moins un peu. Je pense que c'est important. Mais après, c'est chacun. En école, quand on était en école de ciné, être payé, c'était même pas une option, on n'y pensait même pas. Le but, c'est de faire des trucs. Bien sûr. Une fois que tu sors d'école, tu te dis, bah, c'est mon métier en fait. Et c'est vrai que si je me prends pas au sérieux, qui le fera, tu vois? Bien sûr. Et en plus, là, quand tu commences à aller dans le game de la pub et le game du clip, faut au bout d'un moment, bah, au niveau des tarifs, au niveau de la rémunération, il faut que ça devienne concret parce que la personne, souvent, quand tu parles d'argent, ça, tu parles pas forcément de ton salaire, tu parles de combien le projet va coûter. Ouais. Donc le truc, c'est qu'à partir du moment où tu claques, tu dis 1000 euros, 1000 euros pour faire un clip, en fait, sur l'argent que le mec a investi, bah, en fait, c'est les 1000 euros, c'est pas pour te payer, quoi. C'est pour le matériel, Le enfin, décor, les le costumes et décor, tout. tous les costumes. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut aussi avoir une espèce je pense, faut devenir assez confiant en ce que tu peux faire. Plus tu as fait de projets, plus tu es légitime de pouvoir dire à la personne: «Ça coûte tant». Donc en fait, c'est pas genre: «Ça coûte tant, je vais recevoir les 15 000 direct dans ma poche». Faut Mmh. faire comprendre à une personne parce que je pense que, si certains écoutent et qui connaissent pas vraiment le milieu, on a cette image du: «Ça coûte très cher». Waouh! 15 000 balles, c'est super cher. Un film à 200 millions, c'est waouh, c'est super cher. Alors 200 millions, c'est cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce truc de, bah, c'est une mini-entreprise qui se crée pendant une certaine durée où tout le monde est payé. Les décors, tu dois les acheter, tu dois les louer, tu as le matériel que tu dois louer. Si tu déclares, enfin, tu vois, genre, s'il y a les chiffres peuvent vite monter, tu vois. Ouais, ouais. Si, genre, une équipe au SMIC pendant un mois, tu as environ, on va dire, 30-40 personnes sur un long métrage, Ouais, c'est énorme. tu as vite fait de grimper sur des chiffres qui te paraissent assez balèzes. Mm. En sachant que être payé au SMIC, tu en as certains, après 20 ans de métier, Bon, bah, ils le font pas. ils le font pas. Non. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça de pouvoir dire à quelqu'un les 1000 balles, en fait, surtout des personnes qui viennent pas forcément du milieu, faut pouvoir expliquer à la personne, dans ton budget, les 1000 balles, en fait, ça va, en fait, moi, je serai pas payé. Et donc c'est aussi ça le truc de pouvoir passer à cette étape d'après. Et donc vous, à partir de quand vous avez commencé à pouvoir dire à la personne, en fait, nous, on va être payé tant, mais si tu veux que ton projet ressemble à ça, On le dit pas forcément, mais franchement, de mémoire, hein, les seuls trucs qu'on ait pu faire, où on n'a pas été payé depuis qu'on est sorti d'école, c'était des fictions qu'on réalisait pour nous. ok. Mais sinon, absolument tout ce qu'on a fait, on a été payé. Et bah, de toute façon, après là, c'est un très gros sujet, hein. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui se posent la question de: «Bah, je débute, c'est quel prix, je dois afficher?» Hmm. enfin, c'est une question, nous, en fait, on en parle beaucoup avec Mathias. On est constamment en train de se corriger là-dessus, de comment tu fais pour estimer toi-même ta propre cote, tu vois? Genre et puis même quelle légitimité tu as pour dire, «Moi, je vaux tant». Bah, en fait, ça dépend des gens que tu as en face. Si au moment où tu annonces un prix, ils sont OK avec ça, ça te donne une petite info. Tu te dis: «OK, alors déjà pour un client, lui, il a pas bronché, donc ça veut dire qu'il estime qu'effectivement, peut-être que mon travail peut valoir tant». Mais tu sais jamais avant d'annoncer un prix. Du coup, là, pareil, tu as des techniques. Si toi, tu es sûr de toi, de te dire: «Je pense que mon travail vaut ça», bah, si ton client est pas OK, tu te dis: «Bah, OK, bah, on peut retirer des trucs du devis ou alors on change de projet, Ouais. tout est mal». Tu peux toujours trouver une solution. Mais, si tu as un doute sur ta cote, ton client, il le sent et là, tu deviens ridicule. Mais en vérité, c'est ta cote, elle est par rapport à ce que la personne est prête à mettre, quoi. Tu vois, ça Bah, change aussi tellement du beaucoup, tout ouais. au tout. Tu peux pas vendre une Ferrari à un mec qui a le budget d'une Fiat, quoi, tu vois? Et du coup, il y a toujours ce truc on peut faire une grosse section argent si vous voulez, où on parle, globalement de l'argent. Je pense que ça intéresse tellement les gens, surtout que sur des métiers comme ça où l'argent est pas, Bah, juste, on peut en parler, ouais, on peut en parler vite fait déjà. Vous parlez de. C'est ultra vaste, hein. Enfin, je pense qu'il y a Non, énormément de trucs ouais, à dire, donc je ça, pense, c'est je toi qui nous pense, dis. je pense plutôt assez rapide, c'est-à-dire juste par rapport à vous. C'est-à-dire que vous, quand est-ce que, genre, vous avez comme juste vos premiers projets où la rémunération, vous la considérez comme étant à peu près normale et pas sous-payée, à aujourd'hui? On est tout le temps sous-payé. en fait, le Non, truc, non, c'est ouais, que, ouais, déjà en tant que réalisateur, tu as, plusieurs options. Soit tu es salarié dans une entreprise avec des contrats classiques comme, CDI, CDD. Heu, où là, du coup, tu vas avoir un salaire, tous les mois par rapport à tu pas payé à la prestation, enfin, à la vidéo. On va te demander d'être là dans la boîte et de travailler sur plusieurs vidéos, sur plusieurs projets. Donc là, tu vas avoir des rémunérations où quand tu sors de l'école, généralement, tu es aux alentours des 2 000 € par mois, tu vois? mhm, Heu
Et sinon, tu peux prendre la voie de l'auto-entrepreneuriat, où là, tu as ta petite boîte, on t'appelle, tu payé sur facture, on t'appelle pour des projets en particulier, Ouais. où là, tu vas être, payé, sur facture avec, pas mal de taxes et cetera. Mais tu as cette liberté-là d'être payé au projet, que tu vas faire. Tu peux refuser aussi les projets. Plus libre, mais plus dangereux. Plus libre, ouais. Donc là, le salaire, vraiment, ça dépend du nombre de projets que tu fais, des clients que tu as et cetera. C'est assez vaste. Et après, tu as sinon, le choix d'être, au statut enfin, d'être intermittent. Nous, c'est ce qu'on fait, nous. Du coup, on a le statut d'intermittent qui nous permet de, jouir d'une certaine, indemnité tous les mois si jamais on n'a pas travaillé. Donc en fait, on a un certain nombre d'heures, à effectuer en une année et si on arrive à faire, ces 507 heures, si on arrive à faire 507 heures de contrat, on sait que pendant une année après, on va toucher une indemnité pour chaque jour non travaillé dans l'année. Mmh. Sachant qu'on doit quand même refaire les 507 heures à la suite. Mais c'est une sécurité. Mmh. Ça, Oui, ça, ce n'est qu'une sécurité. ça te permet. En fait, on pourrait vivre sans, mais ça nous permet de nous dire, ok, s'il y a un souci, Pendant un mois, s'il y a ouais. aucun Ouais. contrat qui tombe, Bah voilà, au ouais. moins tu sais que tu vas quand même pouvoir manger à la fin du mois. Ouais, Mais Et tu après, le vois, salaire est plus bas. De base, quand tu fais 507 heures, minimum, je pense que nous, en tant qu'artiste, tu vas toucher 1 350 €, un truc comme ça, quoi, tu vois? mmh. ce qui est, Si tu travailles pas. ce qui est pas beaucoup. En fait, c'est un petit SMIC. Ouais, c'est Tu ça, gagnes un ça. SMIC. C'est un SMIC, en sachant que Mais c'est vrai que savoir que quoi qu'il arrive, tu as un SMIC assuré tous les mois. Alors, il y a certains qui se diraient, bah, c'est déjà très cool. D'autres qui se diraient, c'est rien du tout. Mais encore une fois, c'est une sécurité. C'est pas forcément ce qu'on gagne, mais c'est le minimum assuré de ce qu'on va ouais, gagner. c'est ça, Et OK. c'est plutôt pas mal, déjà. Plutôt Tu rassurant, vois. ouais. Et tu vois, pour parler de tes codes, ce que Mathias dit, c'est très vrai. Ça dépend beaucoup de tes clients et les sphères dans lesquelles tu es par rapport à ton domaine. Par exemple, c'est bien connu que le clip paie beaucoup moins que la pub. Mmh. Euh, Nous, sur un devis par rapport à des clients, forcément, aujourd'hui, quand on fait une moyenne, la journée qu'on coûte en clip, on gagne bien moins qu'une journée en pub. Ouais. Et ça, c'est normal. Et puis après, il y a pub et pub. Tu vois, si tu fais une pub pour des radis locaux ou une pub pour Maserati, je pense que les mecs qui sont à la tête des projets, ils gagnent pas les mêmes sommes et c'est normal, tu vois. Ouais, et Ouais. puis ça va aussi jouer par rapport à ta stratégie. Si tu veux faire un certain type de pub ou de clip, genre, admettons, tu veux faire un truc hyper street, un peu sale, très urbain, tu vas préférer, toucher, 500 balles pour faire un clip, un peu nul, mais qui rentrera dans ta ligne édito et cetera, tu vois? Mmh. Parce que ça va t'apporter après des contacts là-dedans, plutôt que faire une pub à 1 000 €, où là, tu pourras même pas le montrer, tu pourras même pas le mettre sur ton site parce que ça correspond pas à ce que tu veux faire dans la finalité. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, si tu le mets sur ton site, on va t'appeler pour des trucs comme ça et au final, tu vas t'engouffrer dans un métier que tu même pas vraiment forcément, quoi. Et donc ça, dans votre stratégie, c'était comment est-ce que vous l'avez intégré à votre stratégie pour enfin, déjà, quel était votre objectif? Quel est votre objectif aujourd'hui? C'est vrai qu'on Heu, aurait pu commencer par ça. on va Tu commencer feras par un, tu feras un petit flash forward au tout flash début. Tu dis, forward. nous, l'objectif, c'est réalisation fiction. Donc, OK. potentiellement cinéma. Le monde dans le domaine a pas mal changé, donc je pense que série peut être intéressant aussi. Mais nous, notre objectif, c'est réalisation long métrage fiction. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt clip et pub. Et du coup, dans le lien de cette stratégie, par exemple, euh, en sortant d'école, bah tiens, tu vois, j'avais oublié, on a réalisé une pub d'un truc qui nous parlait, qu'on avait envie de faire, et on l'a réalisé gratuitement. On a juste, notre client nous a juste payé tous nos frais, donc voilà, ça nous a rien coûté, mais on leur a offert une pub. Et en fait, cette pub s'inscrivait dans un domaine de pub qui nous intéressait. Et c'est vrai que derrière, le fait de pouvoir montrer à d'autres gens du domaine, regardez, nous, on sait faire ça. Mmh. Évidemment, tu leur dis pas que tu l'as fait gratuitement. Nous, on sait faire ça, ça nous a rapporté des contrats. Des... Ouais, Aujourd'hui, on le ferait moins, sauf si là, tu vois, demain, on reparle stratégie et on se dit, OK, c'est finalement, on veut cohérent. complètement changer de direction et Mmh. partir Ouais, sur ouais. ce truc-là. Bah, franchement, même encore aujourd'hui, je pense qu'on serait capable de se dire, OK, vas-y, on en fait une gratos, on se donne de fou malade, Mmh. et derrière, on va aller draguer des gros acteurs du milieu pour leur dire, bah, nous, dans tel domaine spécifique, on sait faire ça, tu vois. Et par rapport à votre stratégie pour faire de la fiction, Bah, en comment est-ce fait, que ça s'inscrit, ça? on s'est dit: «OK, ce qu'on va faire, c'est de la fiction». C'est difficile de gagner de l'argent, en faisant de la fiction, quand tu fais des courts-métrages et cetera. Donc on s'est dit: «Bon, nous, on veut trouver un équilibre, on gagne de l'argent en réalisant», ce qui était déjà une énorme victoire pour nous et ce qui est une fierté pour nous. Et on se dit: «OK, il faut qu'on garde quand même un pied dans la fiction pour pouvoir ensuite, aller draguer des prods et montrer ce qu'on a fait, même si on n'a pas fait que des fictions». Du coup, on s'est dit: «Bah, quand on fait de la pub, quand on fait du clip, bah, en fait, on va mettre un côté fictionnel. On va mettre, un côté, un peu ciné où quand les personnes vont regarder, ils vont se dire: "OK, je les ai vus faire cette pub. En vrai, ils savent faire cette pub, je pense qu'ils peuvent faire un film"». Mmh.
Et on connaît des très gros réals de pub qui sont passés à la fiction et ça se sent dans leur réalisation. Tu vois, des mecs comme Fincher, Mmh. des mecs comme Guy Kosinski, tu Ritchie, vois. Enfin, t'en as des très gros. Ouais, ouais. Et tu le sens et c'est une bonne école aussi, la pub. Ça t'apprend la justesse, la précision. Mais c'est vrai que comme nous, Les contraintes aussi, je pense. notre Ouais. passion, c'est la fiction, on le fait un peu plus dans le clip quand même, d'inclure des notions de fiction. Mais dès qu'on peut le faire dans la pub, dès que ça s'y prête par rapport au projet du client, on Ouais, n'hésite pas let's une go. seconde, quoi, on le met. Quoi. C'est laquelle pub où vous considérez que vous avez eu. En tout cas, quel projet non fictionnel vous avez pu mettre de la fiction au point où vous dites ça, c'est vraiment genre. Genre ça frôle la fiction ou des trucs comme ça. Ouais, genre vous êtes vraiment fait plaisir, quoi. Franchement, beaucoup, hein. Ouais, Une en fait, majorité, hein. il y en a eu, ouais, une majorité en vrai. Il n'y en a pas une en particulier Non, Tu sens un côté ciné, je pense, quand tu regardes nos Mmh. projets. ouais. Que t'aimes ou que tu n'aimes pas, tu sens qu'il y a des influences et qu'il y a une volonté. En fait, ça va être même dans les types de cadres, beaucoup dans le rythme du montage. Par exemple, on sait que nos clips sont assez lents. Mais c'est une volonté parce que Mmh. il y a assez peu de cinéma où le montage va être un montage épileptique où Ouais, bien sûr. tu te fais défoncer pendant 3 minutes. Ouais, ouais. Nous, bah, des fois, on va préférer mettre des plans qui durent 4-5 secondes, qui sont travaillés, qui sont techniquement maîtrisés. Mais derrière, c'est vrai que tu te dis, bah, ce plan-là, je peux l'imaginer dans un film. Tu vois. Ok. Et ça correspond aussi à une envie artistique. Et surtout, on sait que derrière, bah, s'il y a un projet de fiction qui peut se présenter, si on montre notre travail qui n'est pas de la fiction, bon, on sera pas ridicule, tu vois. Mmh. On aura une Mais en forme fait, de légitimité. ça commence dès la prépa parce qu'en fait, quand on nous appelle, on nous appelle pour les appels d'offres. Donc, admettons, il y a une vidéo qui doit être faite pour. Si tu te marques là, dis une marque, Flo. Décathlon. Decathlon. Putain, en plus, on a déjà fait un projet Decathlon. Admettons, Decathlon, ils veulent faire une petite vidéo pour la télé ou leurs réseaux sociaux. Mhm. Bah, ils vont contacter quelques boîtes de prod pour leur dire voilà, le brief, c'est ça. Donc, il y a des chargés de com qui ont fait un petit brief et proposez-moi un dossier avec une idée. Les contraintes, c'est ça, le budget, c'est ça. Et proposez-moi une idée. Ensuite, les boîtes de prod, tu vois, elles vont nous appeler. Une des boîtes de prod va nous appeler. Voilà, il y a une compétition. On est 5 boîtes de prod. Il faut faire un dossier sur cette idée, sur ce brief. Proposez-moi des idées. Nous, souvent, on propose 2 idées parce qu'on est 2 et parce qu'on se dit il y a une idée un peu fun et une idée un peu classique ou des trucs comme ça. Mhm. Et déjà, dans notre dossier, nous, on met que des refs un peu ciné, tu vois. Pour déjà montrer qu'on veut tendre vers quelque chose de ciné. En mode, ben voilà, quand vous nous les appelez pour un projet, gardez en tête qu'il y aura un truc où on va essayer de s'approcher du cinéma, en tout cas. Surtout que s'ils regardent ce qu'on a déjà fait, ils verront qu'on triche pas là-dessus. Mm. On n'a pas juste mis des screens de films qu'on aime bien pour en mettre. Parce que derrière, on va vraiment tendre vers ça. Ouais. Puis c'est des codes que tout le monde comprend. Tu vois, le cinéma, tout le monde connaît un peu. Alors que vendre un truc peut-être un peu plus corpo, où tu te dis juste, on va être des bons petits soldats à faire un truc tout Mm. carré, tout propre, tout lisse. Aujourd'hui, je suis pas certain que ce soit ce qui intéresse le plus les gens. En tout cas, nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Et donc, objectif fiction. Ouais. Là, est-ce que vous avez. Genre, donc, ça veut dire que vous, l'objectif, c'est de faire des projets qui tendent à quelque chose de fictionnel, en tout cas très cinéma. Et après, comment est-ce que vous voulez accéder à la fiction à travers ça? Bah, il y a différents moyens, tu vois. Il y a cette politique de l'auteur-réalisateur en France qui fait que c'est vrai que souvent les réalisateurs sont les auteurs, sont les scénaristes. Et nous, on n'est pas du tout forcément fermé à réaliser des projets où on n'est pas le scénariste. D'ailleurs, il y a un mois, il y a un mois et demi, là, on a réalisé un court-métrage où on n'était pas les scénaristes. Mais du coup, l'idée, c'est d'écrire dans notre coin, d'essayer d'avoir des financements. Mhm. Et tu vois, les contacts qu'on se fait même dans la pub ou le clip, en vérité, demain, c'est des futurs contacts pour potentiellement avoir des financements pour un long métrage, quoi. Des producteurs, des choses comme Ouais, ça. des producteurs. En fait, les gens qu'on rencontre maintenant, faut se dire que dans 20 ans, c'est des gens qui auront aussi, eux, grossi dans leur métier, dans leur milieu. Bien sûr, ouais. Et tu vois, ça va être nos potos avec qui on va travailler et avec qui on faisait des petits trucs qui coûtaient rien, on gagnait rien, on s'amusait. Bah là, ça va être la même chose, mais une dimension différente. Tu vois. C'est une espèce de fidélisation de Ouais, la personne. nous, après, c'est comme ça qu'on voit les choses, mais tu vois, on se dit toujours, en vrai, on préfère travailler en étant cool. Souvent, on devient très pote avec les gens avec qui on travaille. Et on se dit, en vrai, on veut créer une petite famille autour de nous, avec des gens qu'on aime bien, on travaille ensemble, on crée ensemble. On a fait des loupés, on a fait des trucs bien. Mais tu vois, on est ensemble et il y a un truc, il y a au moins une énergie qui est intéressante, tu vois. Donc là, objectif fiction, c'est-à-dire, là, vous avez réalisé une fiction il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc en fait, c'est tendre à faire des projets comme ça, un peu plus, d'essayer de petit à petit faire des projets fictionnels rémunérés. On Ouais, a eu bah, la chance d'être rémunérés dessus, ouais. alors peu, mais on l'était.
Et C'est même il y vrai a que 2 c'est ans, la on a première fait, fois, il y a première 2 ans, fois on a qu'on fait était rémunéré pour une fiction. bah, non, parce qu'il y a 2 ans, on avait fait un petit court-métrage, pour une association, on C'est avait été vrai, rémunérés, ouais. c'est vrai, j'avais oublié. C'était un court-métrage pour Ouais, une asso? ouais. Ouais. OK. OK. Pareil Ouais. avec des potes de l'ESRA, enfin, un contact de l'ESRA qui a fait une autre école et cetera et puis il nous a contactés en mode: «Bah, voilà les gars, j'avais bien aimé quand on avait travaillé ensemble, let's go, il y a ce petit projet-là». OK. Et donc, quand tu parles objectif fiction, c'est aussi là, votre objectif, c'est long métrage, on va Ouais, dire? C'est ça, on est d'accord? Mmh. ouais. Donc fiction, court métrage pour commencer. Est-ce que vous pensez que le chemin que vous prenez, c'est le bon? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres choses à tenter? Est-ce que vous pensez que là, vous êtes sur une ligne où il faut vous continuer comme ça ou vous allez changer à un moment de... C'est pas le plus rapide, OK. mais c'est un des plus cohérents. Tu vois, on n'a pas forcément, une famille qui vient de ce milieu-là, donc t'as pas cette voix un peu royale de, «Je suis fils de, donc je me lance». Et bah, il y a aussi ce truc de cohérence où on a besoin de gagner nos vies et quand tu veux gagner ta vie, tu fais pas toujours que ce que tu veux et nous, on le voit pas mal, hein, des mecs qui ont fait la même école que nous, ça fait 5 6 ans qu'ils en sont sortis et clairement, tout ce qu'ils ont fait, c'est écrire des scénarios de court métrage ou même de long métrage et ils ont, la chance de soit vivre, chez les parents, soit de et tant mieux, en vrai, c'est cool pour eux. Mais nous, on a choisi la voie un peu de travers où on va rencontrer des gens qui sont pas forcément des producteurs de long métrage parce qu'ils vont produire de la musique, ils vont produire de la pub. En fait, les gens évoluent et surtout, le meilleur moyen de travailler, c'est de travailler. Et du coup, à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, d'une certaine manière, on rencontre aussi un peu leur réseau plus étendu. Mmh. Alors, après, tu vois, il peut y avoir certaines formes de frustration. Moi, par exemple, j'en ai par rapport à la fiction où je pense que pour l'instant, le réseau qu'on a est trop éloigné du cinéma. Mais en fait, plus on va monter dans les sphères des milieux dans lesquels on évolue le plus, c'est-à-dire la pub et quand même aussi un peu le clip, en fait, plus tu vas monter, plus tu te rends compte qu'au final, au sommet de, Tout se c- touche. de Ouais. ces catégories, je veux dire, les gros les gros prods de pub, t'inquiète que les gros prods de cinéma, ils se connaissent très bien, hein. Il n'y a Ouais, bien sûr. pas De de toute souci, façon, tu ça vois. va dans les mêmes soirées au festival. C'est ça. C'est... Et Ouais, du ouais. coup, ben, c'est un peu faire ça, ce truc-là, d'essayer de rencontrer des gens, mais on veut quand même pouvoir en vivre. On ne peut pas se permettre en fait de pas gagner notre vie, et quitte à gagner notre vie, autant réaliser des trucs. Bien sûr. Et puis même, tu vois, moi je suis pas sûr que ça me plaise de quand tu es réal de juste réal de cinéma, c'est vrai que tu fais très peu de projets en fin de compte. Tu vas réaliser, tu vois, un film, ça va mettre 5 ans, tu vas réaliser tous les 3 4 ans, si tu es vraiment un réal star et tout, tu vois, c'est compliqué. Moi j'aime vraiment créer et réaliser. Donc c'est vrai que s'orienter vers la pub et le clip, c'est un truc qui est assez intéressant. Bah, Bon, c'est le smart. clip, Ouais, ouais, ouais. tu vois, comme ça, je crée, je teste plein de choses. Il y a vraiment plein d'éléments à tester et ça te permet aussi d'être un peu au goût du jour, tu vois, de pouvoir tester de nouvelles choses, tu vois, là, tu arrives, franchement, quand ton film, ça fait 5 ans que tu travailles dessus, tu vas pas un dropper, hein, «C'est bon, je vais utiliser mon une IA pour faire, cette image ou ce truc», parce que ton le processus de fabrication, il est déjà, entamé et Mmh. alors que quand tu fais de la pub, du clip, tu vas être sur des choses qui vont être beaucoup plus courts en Mmh. termes de temps et tu vas arriver, tu vas pouvoir tester des choses et je trouve ça hyper intéressant ce travail de recherche, tu vois? Mmh. On le fait beaucoup dans le clip. On expérimente beaucoup de trucs parce que, bah, en fait, si ça marche pas, tu jettes, c'est pas grave. Ouais. Puis on est là Donc, pour s'amuser, tu vois? On teste des trucs, quoi. ouais, donc en fait, votre entre guillemets, votre trajectoire vers la fiction est beaucoup plus sur, axée mise en scène qu'écriture? Ouais. Ouais, ouais. OK. Parce que c'est vrai qu'il y a ce chemin qui existe. Je pense que d'ailleurs, le deuxième épisode sera un peu plus axé là-dessus. Scénario, ouais. Mais je pense que oui, il y a ces 2 chemins qui existent. Vous avez choisi le chemin mise en scène, travail de mise en scène. C'est Ouais. vrai que de toute façon, enfin, dans le milieu, tout est un muscle. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, faut Ouais. se muscler, il faut apprendre à voir, s'entraîner l'œil. Et c'est vrai que vous, donc cet objectif était à travers les mises en scène, s'entraîner Bah, là-dessus, surtout que ça, c'est notre vision du truc, mais la politique de l'auteur en France, c'est très, je trouve qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans. En fait, si tu regardes, c'est juste mathématique. Aux États-Unis, ils ont des scénaristes, ils ont des réals, évidemment qu'ils ont quelques réals auteurs, tu vois, mais la probabilité de tomber sur quelqu'un qui a des grosses compétences en écriture et qui a aussi des grosses compétences en mise en scène, elle est bien inférieure à le fait d'avoir 2 personnes qui vont chacun exceller dans leur domaine, Ouais, tu c'est vois? des Mmh. métiers différents, quoi. C'est des métiers différents. Pour, voilà, là, je parle pour moi, mais je pense que Mathias, tu seras d'accord avec moi. Pour moi, le truc le plus sympa qui pourrait, nous arriver, c'est d'être à l'origine d'une idée de scénario et ensuite Mmh. travailler avec des auteurs qui, eux, vont peut-être être meilleurs que nous dans ce domaine-là. C'est OK, il y a telle thématique ou tel sujet dont on aimerait parler. Juste trouver une idée et d'avoir des gens super, à l'élaboration d'un scénario dont on aurait eu peut-être l'idée.
Et Bien nous, sûr. après, on collabore là-dessus dans notre champ d'action. On leur dit voilà ton scénario. Je pense que ce serait intéressant qu'on travaille plus là-dessus, sur l'aspect visuel, etc. Il y a un vrai échange, quoi. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez des moments de doute par rapport à votre objectif? Ouais, tu doutes tout le temps, en fait. Et c'est bon signe de douter. Ça veut dire que tu es humain et que tu es lucide et que tu essaies de comprendre les choses, que tu pars pas vers l'endroit où tu vas pas être à l'aise, tu vas pas aimer. C'est normal, hein, moi je doute tout le temps, quoi. Je suis en mode, ok, est-ce que c'est cohérent notre stratégie? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je me sens bien à faire ce que je fais? Quelles sont mes frustrations et tout? Mais ça fait partie du parcours, quoi. Tu vois, t'as pas à rougir de douter, je pense. Ouais, je doute beaucoup aussi, ouais. Mais je pense que le seul truc dont je doute pas, c'est l'objectif final qu'on a. Mmh. Je vois difficilement comment, si un jour on finit réalisateur de long métrage fiction, je vois difficilement comment je pourrais me dire: «Non, je me suis planté, c'était pas ça en fait que je voulais faire». Mais c'est plutôt le chemin pour y arriver. Que Ou, vraiment, oui, que ouais, vraiment parce que l'envie tu de. vois, là, ce Ouais, qu'on ouais. te dit, c'est comment nous, on a abordé le truc. Voilà, clip, pub, machin, on fait un peu notre petit bonhomme de chemin. Mmh. C'est plus là-dessus où je pense que notre plan de faire ça, il est bien. Je pense que la façon qu'on a de le faire, il y a pas mal de problèmes dedans. Mmh. Et là, je te dis ça maintenant, mais peut-être que si tu m'avais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit non, ça va, c'est cool. Mais oui, évidemment qu'on a souvent des doutes. Là, par Mmh. exemple, tu vois, en ce moment, je suis dans une phase où je pense que la stratégie est bonne. La façon qu'on a de l'appliquer, je pense qu'il y a plein de trucs très mauvais qui me dérangent, tu vois, en ce moment. Mmh. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. J'y arriverai pas, hein. Ce podcast. Et Est-ce que tu peux biper, s'il te plaît? réplique podcast, deuxième. Voilà, très bien. Et Ah, action. Action. Euh, Ce podcast, je pense que j'ai voulu faire ce podcast parce que je pense qu'on a tous un petit problème de. On doute, on a besoin de se soutenir. Je pense qu'il y a un manque aussi de soutien entre les personnes du milieu. C'est-à-dire, il n'y a pas cette compétitivité dans le sens où on va pas cracher sur, ou casser du sucre ou cracher dans le dos de collègues, sauf s'ils font la merde. Mais en vrai, je pense qu'il y a un manque, en tout cas, de soutien et d'aide. C'est-à-dire qu'on va pas forcément, on va pas aller enfoncer l'autre, mais on va pas non plus l'aider, quoi. Il y a pas ce truc. Je trouve qu'il y a pas assez ce truc de tu doutes, moi aussi. Alors qu'il y a plus ce truc de tu doutes. Ah ouais, moi non. Moi, je doute pas. Toi, tu doutes? Tu Ok, ressens d'accord. ça? ah ouais. Moi, je ressens ça parfois, genre quand je vais dans des festivals. Ah ouais, Où après, je- t'actives le mode vitrine dans les festivals. Là, tu vois, ce dont tu parles, nous, avec nos potes réals, t'en fais partie. Mhm. Je pense que cette forme d'ego, on l'a pas du tout. Quand t'es en festival, t'actives le mode vitrine. Le but, c'est d'être Bah, c'est flamboyant. vrai que si un prod vient te voir et tu te dis Non, non, je parle pas prod. Je doute et que tu te mets à franchement, pleurer. moi, à ta place, je le prendrais pas. Oh, je sais pas. Non, non, en vrai, je parle pas vraiment auprès des producteurs. Parce que c'est vrai que producteur, de toute manière, tu dois montrer une certaine image de toi qui leur donne confiance. Mais je parle vraiment entre réels. C'est-à-dire que le truc de pouvoir montrer une petite fragilité, de pouvoir, au minimum, pouvoir communiquer sur toi aussi tu doutes, mais t'inquiète, ça va aller. Tu vois, et je trouve qu'il y a un truc un peu de ah, il doute, ok, dans ma tête, bah, enfin, ce métier, c'est un marathon. C'est vraiment genre, c'est le dernier qui tient, quoi, c'est ça. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc de ah, il est en train de ralentir, bah, je vais pas lui tenir la main pour courir avec moi, tu Ouais, vois. Ah en ouais. vrai, tout le monde doute. Je pense que. Mais mais c'est vrai que c'est bien, je pense, parfois, de l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je Ça doute. rassure. Je doute. Je doute. Mais tu vois, moi, je pense Mathias, que là, il faut dire je doute. je pense que. Non, mais je pense que, en fait, moi, je le vois pas trop comme ça. Là, tu vois, tu me dis que tu doutes. Honnêtement, je m'en fous, quoi. Je me dis pas Miskin, il doute. Tu vois, je me dis, bon, ok, c'est normal, quoi. Tu vois, enfin, j'ai aucun jugement vis-à-vis de quelqu'un qui doute. Ah non, mais bien sûr. Non, non, mais c'est plus genre, je sens que parfois, il y en a certains, c'est pas genre un jugement de ah, il doute, oulala, non, non. Ouais. Non, c'est plus d'avoir ce truc de mentalité entre réalisateurs, surtout je le ressens parfois en festival où je Ouais. parle à des gens, t'as des gens, ils ont rien fait du tout. Et genre, toi, tu commences à dire, ouais, c'est dur et tout ça. Eux, ils ont rien fait, mais alors ils sont sur deux, mais t'as jamais vu ça, quoi. C'est les mecs, bah, comme tu disais, c'est très bien qu'ils soient soutenus par leurs parents financièrement, tout ça, mais tu sens qu'ils ont pas la même pression. Et dès que tu commences à parler de pression, eux, t'as l'impression ils en ont pas. Et le fait de douter, le fait de pouvoir avoir un petit truc d'empathie entre réal, de ouais, c'est dur, ouais, on galère. Je pense que c'est important aussi de le communiquer et de pouvoir se rassurer Ouais. Ouais, je pense que là-dessus. c'est possible. En même temps, enfin, c'est toujours aussi une question d'enjeu, quoi. Oui, oui, c'est C'est- ça, c'est comme le prêt dont tu parlais, ouais, Si, bien sûr. si demain tu réalises plus, est-ce que c'est grave?
Alors pour moi, oui. Voilà. Ouais, mais tu C'est vois, pour ça que tu te fous la pression. Bah ouais, bien sûr. en vrai, il y a pas ce truc-là de t'as un métier que tu dois assumer toute ta vie et tout. Moi, je pense faut faire un peu ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, tu arrives, ça se trouve, tu as envie de réaliser, tu réalises. Demain, tu as envie de faire de la musique, tu fais de la musique. Si tu es heureux, tu vois, tout le monde est content, quoi. Et il y a pas de moi, je trouve, il y a pas je trouve on perd un peu ce truc-là de jugement, justement. C'est ça qui est bien. C'est que, tu vois, je parlais avec un prod, il y a quelques jours, là. Le mec, il a réalisé des courts-métrages, voilà, il a la chance de l'avoir l'argent, c'est trop bien pour lui, je suis trop content pour lui et le mec, il veut faire un road trip en Afrique, let's go frérot, on va faire un road trip en Afrique, dans ma tête, tu une personne entière même si, tu passes pas toutes tes journées à faire de la prod, quoi. Mmh. Tu peux même faire un autre métier pendant quelques temps pour, gagner de l'argent parce que tu as besoin d'avoir du financement pour un autre projet, bah, vas-y, c'est ta stratégie, je respecte ça, si tu es heureux, je suis heureux, tu vois? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe au moment anecdote. Alors, on a parlé Putain, c'est là, de... on va dropper des noms, c'est ça? Alors, vous pouvez dire bip. Non, en gros, si vous voulez, je vous laisse raconter peut-être une anecdote. Ça peut être aussi, par exemple, une anecdote d'un tournage où vous étiez pas. C'est-à-dire, par exemple, bah, sur tel tournage, il y a cette histoire du réal qui a fait tel truc, c'est cool, vous voulez la partager, vous considérez qu'elle est utile, qu'elle est cool, qu'elle est marrante. Ou alors une anecdote à vous, c'est-à-dire une anecdote qui vous a marqué, ou alors une anecdote que vous avez envie de partager. On va parler un peu des petites choses que vous avez racontées, des choses que vous avez vécues. On va aller sur du cocasse, sur du gênant, du croustillant. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver des anecdotes où on met pas dans la sauce, des gens qu'on connaît, quoi. Mais, moi, il s'était passé un truc, on avait réalisé un petit court-métrage, c'était pour un 48 heures aussi, où genre, tu sais, c'est un peu compliqué parce que tu as pas encore les thèmes, à faire pour pouvoir faire les courts-métrages et tout, du scénario. En fait, c'est au dernier moment, tu as des thématiques et en gros, tu as 48 heures pour faire le projet et donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on savait à peu près, dans quel décor on allait aller. Et on avait, fait une sorte de casting, ou du moins on avait fait un appel à acteurs, tu vois? Et on avait sélectionné deux trois acteurs, actrices, en se disant: «Bon voilà, si on tombe sur une idée où il faut des acteurs, en particulier, bah, on a ceux-là». Ça commence très mal parce qu'à la base, on devait aller à un autre décor et au final, on s'est retrouvé dans un décor, un peu, Claqué? non, pas claqué, c'était chez toi, loulou. Je sais. Mais non, c'était un bon décor, mais c'était pas celui qu'on avait forcément en tête dès le début, mais on Ah, il y était avait en un mode: chef «OK». déco, il était, enfin, il On était pas était en ouf. mode: «OK, c'est les aléas», tu vois? C'est les aléas, ça arrive et on a appelé une actrice pour jouer, et quand elle arrive, en fait, on se rend compte qu'elle a un ventre énorme. En mode, elle est enceinte, quoi. C'est genre, c'est un truc de ouf. Là, on se dit: «Bon», le seum parce que la meuf, elle a envoyé que des photos du haut de son corps ou des photos d'elle quand elle avait pas de Où elle était très maigre, pour le coup. où elle était très maigre, ouais. Ouais, parce que même du visage. Ouais, et Ouais, du ouais. visage, elle était bel et bien maigre, Mmh. mais enceinte. Du coup, on s'est dit: «Bon, OK, ça fait un peu chier, quoi», parce qu'en vrai, tu avais juste à le dire, c'est que nous, dans notre tête, on s'est imaginé plein de choses. Ça se trouve, Mmh. ça marche plus ou ça marche pas. Donc on se dit: «Bon, OK». Là, on commence à tourner et je sais plus ce qui se passe. C'est un truc, je pense, quelqu'un a voulu fumer, je sais pas quoi, non? Ouais. Quelqu'un a voulu fumer une clope et moi, j'ai toujours ce truc où, j'aime pas du tout créer des moments gênants. Du coup, Mmh. je préfère, parler quand c'est le moins risqué, tu vois? En mode, «Vas-y, je suis sûr que tout va bien se passer». Moi, j'avais analysé la personne, j'étais en mode: «C'est sûr, elle est enceinte», tu vois? En mode: «Ah, elle a vraiment un gros ventre et tout, c'est sûr, elle est enceinte» et du coup, il y a un moment où quelqu'un parfumait et je dis: «Est-ce que ça va aller, pour l'enfant?» Et elle fait: «Ah, je suis pas enceinte, j'ai une tumeur». Et Putain, là, mec, je me le suis, senti malaise. mais trop mal, quoi. J'étais anéanti et en plus, comme je m'attendais vraiment pas à ça, je pouvais pas lâcher une petite vanne en mode, «Ah ah, le bébé tumeur, ah ah», ou des trucs comme ça, où j'étais en mode, «OK, je tente un truc», ouais et là, tous mes potes vont rigoler, ils vont me soutenir et en fait, c'est bon, on passe au plan d'après, tu vois? Et Ouais. du coup, vraiment, Bon. j'étais en mode, putain, horrible, quoi et Putain, après, pendant heureusement que tout c'est le un long 48 heures. T'imagines, c'est un long métrage et tu sais que tu vas te taper 2 semaines avec la personne? ah ouais, ouais, en plus, Bah, après, pour du format plus long, on l'aurait rencontré avant, Bien forcément. En sûr, plus, elle bien l'a pas sûr. dit en vanant, tu vois? Elle a pas dit en vanant. Après, elle aurait pu nous le dire ou tu vois? C'est vrai que là, c'était Oui, ça se difficile voyait, de quoi, c'est ouais, et puis là, une tumeur comme ça, bah, tu en meurs, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, j'aurais pu sortir cette vanne-là, non, ouais, non. non? Ouais, ouais, et c'est vraiment un moment hyper gênant. Je pense l'un des moments les plus gênants de ma vie. OK. Ouais, j'étais là. C'était très gênant, ouais. J'étais là, moi, je dormais sur le canapé. C'était mi-gênant, mi très drôle, mais enfin, c'est vrai que Mais c'est une anecdote gentille. C'est une anecdote confondre, gentille. confondre une femme qui a une tumeur avec une femme enceinte, C'est pas banal. c'est balèze, ouais. Mmh. Mais pour sa défense, tout le monde était convaincu qu'elle était enceinte, hein. Ouais, ouais, je suis le seul qui me soit vraiment mouillé, quoi. Ouais. Mmh.
Conclusion, ne pas se mouiller, c'est ça? C'est ça, dans le doute. Dans Plus rien. le doute, j'ai ouais, rien dire. Si dans le elle doute. tire une clope, c'est Non, mais le pauvre rapport bébé. réalisateur-acteur, et en plus, il est hyper important. Tu Bah bien vois, sûr, il y a vraiment un ouais. lien fort qui doit se faire. C'est vrai que si t'arrives et que déjà, il y a un peu des moments de Il y a un gros gênance, malaise. ça va être Ouais. compliqué pour le tournage, quoi. Du coup, pour l'autre anecdote, c'est une anecdote où en gros, on tournait une pub pour un système de fixation de caméra. Donc c'est du grip, de la machinerie. Donc c'est vraiment un système conçu pour accrocher et décrocher une caméra de plein de systèmes différents. Ça peut être des grues, des drones, des steads, ce que tu veux. Mhm. Et du coup, on devait faire une démonstration technique avec ce système. Donc la caméra devait passer de différents types de machinerie. Donc il y avait de la grue et du très gros drone. Parce que c'était du coup une très grosse charge de caméra qui était supportée. Il y avait environ 15 kilos. C'était une Sony Venice avec des optiques qui coûtent extrêmement cher dessus. Donc pour nous, hyper cool parce que voilà, gros projet, grosse machinerie, belle équipe. C'était un projet très cool. Et du coup, on fait un fameux plan séquence pour montrer que dans le même plan, sans coupure, la caméra passe sur différents types de machinerie, comme je disais, du coup. Et on commence à faire une prise, deux prises, trois prises. On a toute une journée de méca. Et en fait, ce fameux système de fixation, ça fonctionne avec une petite gâchette. Et en fait, tu as une espèce de petite sécurité une fois que tu as plugué ce système d'accroche à n'importe quoi. Mm. Et on commence à tirer un peu trop sur la corde, les équipes commencent à fatiguer, donc c'est le moment où tu peux avoir un peu des petites fautes d'inattention. Et on a ce moment où du coup, on fait je crois la 9e prise. La caméra se retrouve du coup accrochée à un très gros drone. Elle commence à monter dans les airs, tourner dans une forêt. Et une fois arrivé à une trentaine de mètres, on entend l'opérateur juste dire « Oh putain !» Et là, on entend des gros craquements de branches Puis un bruit sourd. et un bruit sourd très, très mat, très fort d'impact Mm. avec le sol. Là-dessus, plus personne ne parle. On est, je sais pas, une vingtaine dans l'équipe. Silence de mort. Tout le monde s'approche. Évidemment, personne n'ose toucher. Tu laisses le premier ASCAM faire ça parce que Mm. voilà, c'est son bébé, c'est Et lui qui surtout que touche. dans ta tête, ça résonne. Il y a toutes pendant toute la journée, on nous a arrêté de nous parler de la caméra, comme quoi elle était vraiment très bien. Mais les objets, on était en mode, les gars, Ils sont très franchement, c'est une rares. chance énorme d'avoir cet objectif, quoi. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 séries dans le monde de C'est ces un truc optiques-là. de malade et tout. Et du coup, quand tu vois tout ça par terre, t'es en train de te remémorer tous les gens qui t'ont dit ça. Et t'es en mode, ah ouais, non, il y a un truc hyper grave qui se passe là. Ah ouais. Et du coup, le premier ASCAM prend le corps de la caméra, l'optique qui a volé à l'impact à 2-3 mètres de là. Il le met sur sa roulante caméra. Et vraiment, là, on avait l'impression que un membre de l'équipe avait fait une chute grave, quoi. On met des projecteurs braqués sur la caméra. Il arrive avec son petit pinceau. Il commence à la nettoyer. Et du coup, la finalité de cette histoire, qui est quand même assez incroyable, c'est que la caméra est tombée sur de la terre molle à 1 mètre de rondin de bois. L'optique a volé et en fait, le seul truc qui a réellement cassé, c'est la bague de fixation qui relie l'optique au corps de la caméra. Donc, c'est même pas l'optique, ou les lentilles ou les systèmes Tout internes est. qui ont pété, c'est vraiment la bague de fixation de l'optique à la cam. Ouais, trop de chance, quoi. La cam tombe de 30 mètres de haut, il y a eu pour 1000 euros de réparation, mais il y a Mm. 250 000 euros de matos qui sont tombés, quoi. Waouh. Et le prod, qui est un mec incroyable et tout, quand il y a eu ça, il est venu nous voir. Quand il y a eu l'incident, il est venu nous voir. Il a dit, bon, bah déjà, la journée de tournage, c'est sûr, elle est finie, quoi. On est en sinistre et tout. Et il nous a dit, bon, bah là, ma boîte, elle va couler. Parce Ah qu'il se voyait ouais. déjà rembourser tout le matos. Qu'il avait emprunté à un pote à lui qui est Sans directeur assurance, d'une du coup. très grosse boîte de location. Enfin, pour lui, c'était mort, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'était assez fou parce qu'il se permettait après d'avoir une certaine légèreté pour que les gens. Parce que tout le monde le regardait, hein. Tout le monde regardait en mode comment il réagit. Et il a réussi à avoir cette droiture à ce moment-là et d'être chill et tout. Il est Et resté calme, ouais. il est resté calme et ça fait que tout le monde était calme, etc. Une Ok, histoire assez folle, waouh. hein. Ouais, Waouh. moment assez fou pour nous, ouais. Et après, enfin, c'était la galère de fou parce que, en gros, la 9e prise, c'était pas une prise de fou non plus. Mm. Les prises qu'on avait fait, c'était pas incroyable. Donc après, gros travail en post-prod pour essayer de faire en sorte que ce soit le plan qu'on voulait. Mais c'était une belle aventure en vrai, Franchement, avec super des anecdote. gens géniaux. Très très bonne anecdote. Alors, on est sur la fin de l'émission. Moi, je vous propose juste de répondre à une petite question assez rapide. On essaie de faire ça assez vite. Mhm. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent devenir réalisateurs? Assez résumé, quelques points, voilà. Moi, je dirais, bon, déjà, faites ce que vous voulez. Ça marche pour tous les métiers. Franchement, si vous aimez quelque chose, ça va fonctionner. Parce que vous allez tellement être passionné dans votre truc que c'est obligé que vous allez réussir même à gagner de l'argent et à en vivre. Donc, faire vraiment ce que vous voulez. Et pour le métier de réalisateur, il n'y a pas vraiment de parcours prédéfini. Je
pense que ce qui est intéressant, c'est de réaliser, de faire des projets avec des amis. Même, tu vois, il y a des trucs comme cineas.org, c'est une newsletter où en gros, tu t'inscris dessus et toutes les semaines, je crois, tu as une sorte d'email qui est envoyé avec plein de gens qui cherchent des techniciens en bénévolat ou rémunérés. Et du coup, tu peux déjà te faire tes premières armes et rencontrer déjà des gens sur des tournages, même si tu n'as même pas fait d'école ou de formation particulière. Et ça, c'est génial parce que tu te fais déjà des premiers contacts, quoi. Ok, trop cool. Et toi, Polo? Nous, c'est un truc qu'on faisait au début, que j'ai trouvé très bien. On faisait des projets où, à la fin des projets, ceux qui étaient partants, on se réunissait dans un café et on demandait à tout le monde d'être autocritique Mmh. pour expliquer, chacun à son poste, les erreurs qu'il pense avoir fait. Ouais, je m'en souviens. Et Ça. quitte même à ce qu'on pointe du doigt des trucs qu'on a vus, qu'on pouvait considérer comme des erreurs. Et en fait, on s'est dit, apprendre de ses erreurs, c'est bien. Mais si tu as en plus le luxe de pouvoir apprendre de celles des autres, tu peux aller beaucoup plus vite. Et du coup, toujours garder ce truc un peu autocritique où tu te dis, OK, tel projet est fini, qu'est-ce qui marche pas et pourquoi? Et vraiment chercher à comprendre à chaque fois les petites erreurs, parce que c'est ça le truc, peu importe ce que tu réalises, c'est toujours un cumul de plein de mini-facteurs qui fait qu'à la fin, c'est cool ou c'est pas cool. Mmh. Et du coup, voilà, avoir ce truc un peu autocritique de toujours se dire, OK, là, ce truc-là est raté, je viens d'apprendre un truc, la fois d'après, tu ne feras plus cette erreur, et plus t'en fais, plus tu te casses la gueule, moins tu te casseras la gueule, et plus tu feras des trucs sympas. Donc, faut cassez-vous la gueule, tout le temps. Voilà, message de fin, cassez-vous la gueule. Bah déjà, merci beaucoup, Paul et Merci à Mathias. toi. Merci à toi, merci à Merci vous d'avoir de nous avoir reçus. participé à Et Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à la SACD pour nous accueillir pour ce magnifique studio de podcast. Merci à La Main Noire pour le café. Et voilà. Et merci à tous. Merci à Flo pour le son. On Merci applaudit beaucoup. Flo. Merci à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se dit au prochain épisode. Ouais, Salut merci les aussi. gars. On dit couper. On dit couper. Et Allez, couper. et couper.